Génial. OK, bah, écoute, on peut commencer, hein. Fais ça, pas obligé de faire ça de façon extrêmement, heu, codifiée, hein. On peut démarrer juste, comme ça. Alors du coup, Guillaume Lanoë, grand plaisir de t'avoir sur la chaîne. Moi, j'ai découvert ta chaîne YouTube. Moi, j'ai lancé la mienne il y a, je sais pas, un peu plus d'un an et dans la foulée, en fait, dans les recommandations d'abonnement, je suis tombé dessus direct et je me suis abonné et c'est vraiment pas un regret. J'ai regardé tout ce que tu as publié depuis que je me suis abonné et dont la grande vidéo, ça devait être en juillet, tu te dis: «Voilà, je prévois d'arrêter de bosser, d'ici 2 mois» et tu l'as mis à exécution, ça c'est fait. Donc là, si tu peux nous faire un petit point, juste sur la situation actuelle, qui tu es, où est-ce que tu en es, et sur le plan, ouais, patrimoine, et puis, globalement, ta situation, professionnelle particulière actuelle? Bah, là, actuellement, professionnellement, je suis pas salarié. On pourrait dire que je suis indépendant parce que du coup, j'ai ma chaîne YouTube, qui doit me rapporter 50 € par semaine, par, mois. Ouais, Donc pas grand-chose, mais voilà, concrètement, j'ai pas, je suis affilié à aucune, institution en particulier. Je touche pas le chômage, je touche pas le RSA, voilà. Je suis un peu en dehors de tout ça, même si, au vu de l'état, je crois que je suis indépendant. Et donc effectivement, ça fait suite à, un parcours professionnel, on pourra y revenir. J'ai travaillé en CDI dans les ressources humaines pendant, 5-6 ans, c'est quand si on prend en compte l'alternance et j'ai quitté ce CDI là, cet été, donc le 31 août 2025. Donc je suis dans cette situation-là depuis le 1er septembre, 2025. Alors et ce qui me permet de prendre ce choix-là sans, avoir un mode de vie qui est tout à fait, en dehors des clous, parce que c'est pas le cas, c'est effectivement de la patrimoine que j'ai accumulé. Heu, j'ai plusieurs vidéos à ce sujet, mais aujourd'hui, on peut estimer que, j'ai pas regardé récemment, je pourrais regarder, mais je dois être à quelque chose comme, pas loin de 250 000 € en bourse et 30 000 € en cash. Quand je dis cash, je veux dire, quelque chose qui est, liquide et qui a capital garanti, donc c'est tout ce qui est les livrets en France. Donc donc voilà l'aspect, ce qui me permet aujourd'hui de pas travailler et d'être serein vis-à-vis de l'argent. à tel âge? 28 ans. 28 ans, donc tu as fait 6 ans de salariat, incluant ton alternance, tu dis? Oui, bah, alors ça dépend comment on compte, mais non, je crois que c'était 5-6 ans de CDI. Avant, c'était 2 ans d'alternance, puis 6 mois de stage, je crois. OK, donc ça fait en Et gros, 8 ans de salaire un peu mixé avec du repère, enfin non, c à peu près donc ouais. en 8 ans de revenus, tu as réussi à accumuler un patrimoine qui s'approche de 280 000 € au total. Ouais, c'est, là, je suis dessus, du coup, c'est moi là, aujourd'hui, je suis 238 000 en bourse, 28 000 en cash. Ouais, donc entre Donc, 269 au total, dans ces ordres-là. OK, donc bon, je t'ai dit, je suis abonné à ta chaîne YouTube depuis un an, donc j'ai pas vu, au tout début, comment ça a démarré. Tu as démarré avec un capital de base, avec de l'argent au début ou alors tu as vraiment démarré de zéro? Alors sur le parcours, alors quand j'ai démarré, j'avais déjà de l'argent de côté puisque, j'avais déjà travaillé, j'ai eu un parcours où après le, après le bac, j'ai fait une classe préparatoire classique pour, école de commerce, classe préparatoire parisienne. J'ai arrêté au bout de 6 mois, et donc j'ai travaillé les 6 mois restants, donc j'avais déjà un peu d'argent parce que j'avais travaillé, en tant que recruteur de donateurs à Paris. Expérience, incroyable, by the way. Et ensuite j'ai repris un cursus plus classique, donc j'avais de l'argent effectivement quand j'ai commencé à investir. Ça me trottait dans la tête depuis longtemps en fait, ça a toujours été un peu un rêve de gosse d'investir en bourse. Mais je voyais un peu la, j'avais ce sentiment que je pense que tous les investisseurs, débutants ont eu avant de commencer à investir, c'est genre: «Ah, c'est trop cher, je vais attendre». Et puis bon, coup de bol, il y a quand même eu un crash au bout d'un moment, c'est qu'il y a eu, 2020, 2019 avec le covid. Je me suis dit: «Bon bah, si c'est pas maintenant, c'est jamais, quoi». Et donc en l'occurrence, c'était maintenant et c'est ce qui m'a permis de me mettre le pied à l'étrier. Et donc à ce moment-là, alors j'ai plus le détail, mais j'avais probablement plus de 10 000 € de cash déjà. Et puis, après la machine était lancée, dès que j'avais des revenus, j'investissais quasiment, la totalité, en bourse. Et donc ça a progressé comme ça, donc une grosse partie évidemment d'épargne salariale parce que j'ai un mode de vie qui est très simple, on y reviendra, sans doute, par la suite. Il y a aussi, bah,
je donnais des cours sur Le Bon Coin, je faisais de l'aide aux devoirs et cetera, donc tout ça, ça me permettait d'avoir de l'argent en plus. Il y a eu ensuite, YouTube qui m'a donné un peu d'argent. Là, effectivement, en ce moment, 50 € par mois. Il y a aussi, les parrainages. Moi, je suis en bourse aux banques et pour le coup, autant je fais pas de placement produit, autant c'est un service que j'utilise et donc je mets mon lien de parrainage et il y a des gens qui l'utilisent et en fonction de la période de l'année, ça peut rapporter jusqu'à plus de 100 € par parrainage. Donc ça pareil, ça ajoute. Et il y a aussi un gros élément qui est particulier pour le coup et qui est lié, à ma situation, personnelle et familiale, qui est, unique. C'est que j'ai reçu une donation de mes parents à un moment, alors je sais plus en quelle année, peut-être 2022, de 40 000 €. Donc ça aussi, je pense que c'est important de le rappeler parce qu'effectivement, on présente un parcours, mais chacun est différent, chacun a des possibilités différentes, chacun a des obligations différentes. Le but, c'est pas de copier-coller un parcours, mais juste de voir, voilà, OK, ce chemin-là, il existe, mais c'est pas le possible pour tout le monde. Alors j'ai un parcours de privilégié et c'est important de le rappeler. Ah, ça fait quand même un comme ça, en disant les chiffres, en brut, ça fait quand même un gap énorme. C'est-à-dire même si tu es rentré au plus bas, je sais pas, c'était en mars 2020 avec un peu plus de 10 000 $ de patrimoine. Aujourd'hui, te retrouver bon, tu as reçu une donation de 40 000, aujourd'hui, te retrouver avec 5 fois cette somme, donc les 10 000 plus les 40 000 et après ce que tu mettais tous les mois, ça paraît quand même, en termes de performance globale de ton portefeuille, tu sais à peu près à combien tu étais en pourcentage annualisé, Alors, oui, je dois avoir les chiffres. La performance est pas incroyable. Mon portefeuille est derrière moi ce que je conseille, c'est-à-dire de l'ETF, monde, 100. Donc, OK. je à la base, je n'avais pas encore cette connaissance et donc j'avais essayé un peu de reproduire l'ETF monde, mais en me disant que ça faisait moins de frais et j'avais aussi, mais ça, c'est une conviction que j'ai gardée, j'ai une position assez importante sur, les pays, d'Asie, qui, ont sous-performé, hein, pendant toute cette période-là. Et donc en réalité, moi, ma performance, elle est je sais plus, j'ai plus les chiffres, j'essaye de voir, mais c'est colossal, hein, la sous-performance que j'ai par rapport à du CW8. Comment je peux voir ça facilement? Bon, je peux pas voir ça facilement. En tout cas, ma performance, ça doit être quelque chose comme, je sais pas, j'ai pas les chiffres, mais peut-être 7-8 alors qu'en réalité, du CW8 a fait 10 sur cette période-là. OK, en composé est vraiment une grosse différence. Par contre, effectivement, ce qui est sûr, c'est que j'ai mis beaucoup d'argent de côté. Voilà, parce que, en gros, mon boulot, je gagnais quelque chose comme 2 000 € par mois et puis je mettais, quelque chose comme 1 600 € sans compter tout ce qu'on disait, les parrainages et cetera. 1 600 € par mois, que vous mettez de côté. Il y a 12 mois dans l'année, ça fait 16 000, 19 000, ça fait quasi 20 000 par an. Donc ça monte vite. Ouais, d'accord. Ouais, donc en fait, c'est là qu'on se rend compte, qu'au-delà de la performance de ton portefeuille, le fait d'avoir un taux d'épargne élevé avec un salaire, je sais plus du tout au fait de quels sont un salaire de 2 000 € par mois, c'est quoi? C'est dans la médiane à peu près? C'est ce que les gens Je crois que c'est la ça doit être la médiane, c'est moins que la moyenne, mais il me ouais, semble que c'est pas loin de la médiane. Ça doit être, ouais. ouais, je pense. Donc on se rend compte que pour atteindre un patrimoine qui est significatif comme le tien, bah, à 28 ans, je pense 250 000 € de patrimoine, tu t'es dans le top, enfin c'est quand même, assez extraordinaire je pense, à cet âge-là en France. Heu, donc du coup, en fait ce qui a été pour toi, l'élément majeur, au-delà de rentrer au bon moment et cetera, c'est vraiment d'avoir une grosse capacité d'épargne et une grosse grosse, toute proportion gardée, en fait, c'est vraiment d'avoir un style de vie, qui te coûte, 400 enfin 400-500 € par mois et d'être capable d'investir absolument tout le reste. Et du coup, en termes d'investissement, tout ce que tu gagnais tous les mois, tu l'investissais directement ou tu attendais à nouveau des bons moments où tu étais en DCA, sans Ah non, je trop de ne pas tout de bon, j'ai vraiment au début, j'ai eu cette période un peu et puis et je savais alors que j'attendais, j'avais déjà la connaissance et la conviction, enfin, après c'est une conviction personnelle, mais bon, c'est quand même un consensus assez clair au niveau de la littérature scientifique sur la question finance personnelle. C'est qu'effectivement, timer le marché, c'est une mauvaise idée, mais j'avais quand même ce truc, tu vois, cette boule au ventre et donc même si je le savais théoriquement, j'arrivais pas à investir. Et une fois que ça s'est débloqué et que je l'ai fait, après, que ça monte, que ça baisse, j'investissais vraiment tout le temps. En gros, je gardais 1 000 € sur mon compte courant et tout ce qui dépassait de 1 000, j'investissais, tous les mois quand j'avais mon salaire. C'était à peu près ça le plan. J'avais pas besoin de plus de 1 000 € parce que j'ai pas d'imprévu, j'ai pas de voiture et cetera, donc il y avait aucune raison que je doive payer plus de 1 000 € et puis étant en CDI, j'avais aucune raison aussi d'avoir plus que 1 000 € en cash. C'est pour ça que j'étais full, Ah, là-dessus. finalement, ouais, on sait que c'est pas une bonne idée de timer le marché, mais en fait, tu fait quand même tu eu quand même un très bon point d'entrée en mars ou en avril 2020, non? Dans, Oui, mais en fait, c'est assez peu significatif parce qu'en réalité, j'ai eu un très bon point d'entrée, mais sur une somme qui est pas ouais. si significative que ça, en fait. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas investi 200 K, en 2019, quoi. J'ai investi 10 K. Alors oui, c'est sûr que c'était 10 K, bon, bah, ils ont très belle performance parce qu'ils sont arrivés vraiment au bon moment.
Mais non, je conseille pas du tout et il y a un monde dans lequel, j'aurais pu attendre 5 ans et j'aurais jamais investi. Enfin, c'est je savais que c'était une mauvaise idée, mais j'étais un peu psychologiquement bloqué et je sais qu'il y a plein de gens qui sont dans ce cas-là et c'est pas évident. Une fois que la machine est lancée et qu'on a compris, je peux en aller là-bas. Mais le premier investissement, il est dur à faire. Et après, tu as jamais tendu à réessayer? C'est-à-dire, est-ce que tu avais un ordre automatique sur Boursorama, c'est-à-dire, tous les mois, ordre automatique de ça? Ou alors est-ce que c'est toi qui manuellement cliquais pour dire: «OK, j'achète 1 000 €?» Non, c'est moi et de ce que je sais, je sais pas si ça a changé, mais il me semble que sur PEA, on peut pas faire ça. Parce qu'en fait, tu sais, tu as ton argent sur ton compte courant. En fait, le PEA, c'est une enveloppe fiscale externe qui a, son compte courant, entre guillemets, «en espèces» dessus. Donc en fait, autant tu peux faire un virement automatique qui va sur le PEA et en fait, c'est de l'argent au compte courant. Tu peux pas automatiquement dire que tu vas acheter tel produit. Contrairement à l'assurance vie où il y a pas mal de plans comme ça et sans doute d'autres enveloppes, mais il me semble que le PEA, on peut pas tout à fait automatiser à 100. Ah, tu as pas d'ordre, automatique, DCA sur tes OK, ouais, c'est bon à savoir, je savais pas du tout, et donc là, Donc est-ce c'est que tu as jamais eu à nouveau cette tentation-là, comme on a eu des tops de marché de S&P 500, même pendant longtemps, des mois, de dire: «Oh putain, oh, non, OK». Tu as vraiment regardé cette rigueur et de dire: «Bon, de toute façon, c'est la chose rationnelle à faire, j'achète, j'achète», Moi, je suis vraiment, très intimement convaincu. Je pense que, comme tout, voilà, il y a une théorie et que enfin, il y a un consensus et puis on est tous plus ou moins convaincus par ce consensus, tu vois? C'est-à-dire on y croit un peu, pas beaucoup et cetera. Moi, j'y crois beaucoup, beaucoup, donc j'ai vraiment pas du tout de problème et puis enfin, voilà, je suis quelqu'un qui, en tout cas dans ce domaine-là, je crois fait preuve de beaucoup d'humilité. Je pense que je suis très stupide et je j'ai absolument pas la prétention de comprendre que, savoir que le marché est plus haut alors que le marché enfin, voilà, je suis persuadé d'être plus bête que tout le monde donc autant, suivre le marché, au moins je pourrais pas me faire avoir, j'aurai la performance moyenne. Ouais, non, bien sûr, c'est ouais, c'est ça. Après, est-ce que tu penses que, en sachant ça, ouais, je te donne un exemple, j'ai eu, à un moment donné 500 000 de liquidité et je savais que la bonne chose à faire, c'était tout mettre maintenant. Tu rationnellement, j'ai dit: «De toute façon, sur les études entre les lump sum et le DCA, il faut tout mettre d'un coup». Mais sur le plan psychologique, ça a été vraiment, enfin, j'ai pas pu le faire, quoi. Ah Et oui, ah mais bien sûr. Mmh. Ah, c'est pour ça que moi je conseille, clairement entre ce dilemme entre le lump sum et le TCA donc il y a, une domination du lump sum mathématique moyenne, mais effectivement en mathématiques moyennes, c'est-à-dire que dans, 70 des cas, vous allez sortir gagnant, mais ça veut dire que dans 30 des cas, vous allez aussi sortir perdant. Mais et tu le soulèves, le plus important en réalité, c'est pas de sortir gagnant d'un petit peu parce que c'est ce que je disais avec, l'entrée, c'est qu'après tu as d'autres entrées d'argent, ça se lisse, enfin peu importe. Par contre, ce qui compte, c'est est-ce que tu dors bien la nuit? Enfin, je veux dire, ça vaut 10 fois plus que n'importe quelle performance. Donc c'est évident que si tu es dans une situation où ça t'empêche de dormir la nuit, et bah, tu DCA et puis si ça prend 2 ans, ça prend 2 ans, c'est pas grave. Mais il faut faire ce qu'il faut faire pour ne pas que ce soit un problème et pour pas que ce soit une préoccupation. Parce que l'argent, si ça devient une préoccupation, enfin, c'est complètement contre-productif. Le but, c'est justement, a priori, en tout cas moi, c'est ma manière de voir les choses, que ça te libère un peu l'esprit, pas que ça te l'encombre. Oh, non, mais bien sûr, c'est clair. Alors du coup, toi, tu es arrivé, sur cette idée que de toute façon l'investissement, tu as parlé d'un rêve de gosse, mais alors dans quelle mesure? Est-ce que c'était vraiment l'idée d'être un investisseur, dire: «J'investis mon argent qui travaille», ou alors que c'était vraiment dans cette optique, moyen long terme de dire: «Un jour, grâce à tout cet argent que j'aurai accumulé, je vais pouvoir me retrouver dans la situation qui est la tienne actuellement, à savoir». Ni un ni l'autre. Le rêve de gosse, c'était vraiment moi je me souviendrai toujours, j'étais enfant à cette époque-là et il y avait eu le scandale de Jérôme Kerviel. Je sais pas si tu te souviens? Je me souviens vraiment. C'était passé à la télé et tout et puis il y avait le journal télé et puis on disait: «Ce mec-là, il a fait perdre 50 milliards à la banque et tout» et en fait, je comprenais même pas ce que c'était que 50 milliards, mais je comprenais que c'était démesuré, tu vois? Et en fait, je me dis: «Il y a des gens qui sont devant des ordinateurs, qui font des trucs, ils achètent des trucs, ils vendent des trucs, ça contrôle tout». Enfin, une espèce de genre, ils sont à l'intérieur de la matrice, quoi. C'est incroyable, c'est les magiciens du monde réel, quoi. Et donc ça me fascinait, ça m'a toujours fasciné et ça me fascine toujours. Aujourd'hui, je pense que j'ai une lecture beaucoup plus politique de la question boursière, mais je suis persuadé aujourd'hui que, en fait, tous les gens qui se lèvent le matin, peu importe s'ils gagnent 10 K ou s'ils gagnent, 1 500, en fait, voilà, c'est les soldats du capitalisme qui produisent des dividendes pour, ceux qui détiennent les actions, quoi. Donc ça domine vraiment le monde et ça contrôle le monde d'une telle manière que moi, ça m'a toujours fasciné et donc quand j'étais petit, tu sais, tu arrivais en 6e, fallait dire, quel métier vous voulez faire plus tard, tu vois? Donc moi, j'écrivais trader. Ouais. Et donc au fur et à mesure donc aujourd'hui, c'est pas ce que je suis évidemment, je suis pas trader, heu, mais bon, j'ai en voilà, c'est assez proche pour que je considère avoir un peu rempli ce rêve de gosse et effectivement, en grandissant, j'ai compris que trader, il y avait plusieurs problèmes. Déjà, c'est plus vraiment avec les algorithmes et cetera. Deuxièmement, ça pose plein de questions éthiques. La question de la spéculation, du trading comme ça se faisait, il y a 10-15 ans, ça a posé énormément de problèmes, ouais, y compris 2008.
Heu et puis, enfin, c'est aussi très prenant et cetera. Enfin, moi, aujourd'hui, je suis bien plus content d'être un investisseur, buy and hold qu'être un trader et en tout cas, voilà, j'avais cette, attirance pour la bourse depuis très tôt. Et donc du coup, dans cette dimension de dire, bon, les traders, il y a quand même une notion, de trader, des stocks particuliers et cetera. Toi, en fait, ta positionnement, ta position, pardon, d'investisseur, elle est vraiment, très large. Tu parles de ETF marché émergent, ETF S&P 500, ETF monde et en fait, est-ce que, tu as pas, cette attirance, de temps en temps de dire, «Bon, c'est quand même quelque chose qui m'intéresse, pourquoi je ne ferais pas du stock picking pour essayer de battre le marché?» ou, juste par intérêt personnel, tu sais, de je sais pas, lire les rapports d'entreprise, puisque ça a l'air quand même d'être quelque chose qui t'intéresse, Je l'ai eu pendant un moment, j'étais pas loin de le faire, hem et puis, je ça m'a pas ça me tentait pas assez pour que je le fasse. Voilà, ouais. je pense que j'aurais pu le faire, j'étais pas loin de le faire vraiment en mode bon, bah, voilà, ça c'est mon compte casino, tout comme, je pourrais mettre, 2 000 € dans Winamax pour jouer au poker, bah, je peux mettre, 2 000 € pour, faire du stock picking, il y a pas de problème. Voilà. Après je pense que idéalement c'est quand même pas excellent de mélanger, enfin, tu vois, c'est un de il y a un risque de confusion assez évident. C'est-à-dire que, on voit très bien un scénario où pendant 2-3 ans tu surperformes, tu prends la confiance. Bon, c'est on voit où est le risque. On voit clairement où est le risque et donc bon, je me disais, autant si j'ai vraiment envie d'aller au casino, d'aller vraiment au casino et là il y a pas de question, c'est juste du casino, on peut jouer de différentes manières. Donc je l'ai pas fait. Ça me tentait pas assez. Je comprends les gens qui le font. Et donc aujourd'hui, les positions que tu as, majoritairement en portefeuille, c'est ETF, S&P cin tu as un ETF leverage S&P 500, tu as des ETF, Europe, ETF marché émergent et ETF monde ou J'ai, quasi enfin si j'ai de l'ETF Monde aussi dans mon CTO maintenant, mais en gros, l'idée, c'était de répliquer un peu, un ETF monde global pour le coup, la ouais. loi, donc prenant en compte, l'Asie. Donc l'idée, effectivement, j'ai un peu plus que 50 des États-Unis, je dois avoir, 20 d'Europe et 30 d'Asie. C'est un peu ça l'idée. Après, j'ai des lignes qui sont les toutes premières lignes que j'ai gardées plus par, affection, c'est trop marrant, c'est les premières lignes. J'avais acheté le CAC 40 au tout début parce que voilà, il y a que ça que tu connais. Mais elles sont à 2 000 € donc elles valent pas grand-chose. Donc c'est ça. En gros, je réplique un espèce d'ETF monde All Country World avec, beaucoup d'émergents. Et donc ça, c'est directement, une position d'investissement, que tu as eu depuis le début de dire: «Voilà, de toute façon, il faut que je sois exposé au monde entier» ou alors tu l'as fait un peu par défaut en disant: «Bon, j'ai pas envie de chercher, je vais répliquer la performance, bourse mondiale» et puis, faire par exemple, pourquoi tu t'es pas plus exposé aux États-Unis? Parce que tu as pas vraiment de conviction, sur le S&P 500 ou, est-ce que tu enfin pareil l'Europe Et parce que pour moi, de ce que je comprends et de ce que je sais aujourd'hui de la littérature scientifique, c'est qu'effectivement, les États-Unis ont surperformé, les 50 dernières années, mais enfin, je ne suis pas assez intelligent, pour prédire qu'ils vont continuer de surperformer dans les 50 prochaines années. Donc à mon sens, c'est pertinent de reproduire, bah, l'état de la capitalisation. Donc aujourd'hui, effectivement, le marché américain, il domine, donc il domine quand même mon portefeuille très largement. Mais ça n'est pas dit que ça restera le cas et s'il y a une bascule, l'idée, en fait, c'est d'avoir un portefeuille qui est, entre guillemets, «vraiment passif» dans le sens où si demain, il y a un changement de bascule qui fait qu'on reste dans un système capitaliste tel qu'on le connaît, mais juste il y a une domination, des États-Unis qui se translate, qui se déplace vers, l'Asie, j'ai pas besoin d'opérer un arbitrage, en fait, ça va se faire automatiquement. Mes lignes États-Unis vont soit stagner, soit baisser, mes lignes Asie vont augmenter et j'ai pas besoin à un certain moment de se dire: «Ah, là, c'est le moment». Et en fait, ce moment-là, ah, ça fait 30 ans qu'on en parle. Je veux dire, on écoute l'actualité: «Ah bah oui, c'est la fin des États-Unis, c'est la Chine qui arrive et cetera». Ça fait 30 ans qu'on en parle, mais ça fait 30 ans que ça n'arrive pas en réalité. Donc c'est très difficile de timer ce moment d'un point de vue financier, et donc l'idée, c'est de dire: «Bon, bah, s'il arrive pas, il arrive pas. Je veux dire, mon portefeuille, il fait quand même de l'argent, j'ai quand même beaucoup des États-Unis. bien sûr, S'il arrive et bah, tant mieux, je suis déjà positionné, quoi. J'ai pas besoin de rentrer au bon moment». ouais, c'est ça, ça fait 30 ans qu'on attend que les pays émergents émergent, quoi. Genre, oh, Et en fait, ils émergent d'un point de vue économique, mais bien d'un point sûr, de vue bien sûr. financier, il est très, très, très sous-performant par rapport, Donc en fait, tu as vraiment aucune implication, émotionnelle de con enfin, en fait, évidemment que si ta conviction, c'est que, le marché capitaliste mondial, va faire, fructifier ton patrimoine. Mais en termes d'implication émotionnelle personnelle, on a le gars qui a des convictions, dans une action spécifique, donc il va mettre son argent dedans. Moi, je dis: «Non, je suis pas assez intelligent pour ça, donc j'achète le S&P 500» et même moi, en fait, par rapport à toi, je garde une conviction personnelle de dire que le marché américain surperforme et va continuer à le faire. Toi, tu es encore le niveau au-dessus où tu dis: «Non,
Moi, je me mouille même pas là-dedans. Je fais juste répliquer, le marché mondial, donc vraiment du coup c'est, heu, selon toi, c'est là le moyen d'être exposé, à la bourse mondiale en prenant le niveau de risque, est-ce qu'il y aura encore un moyen de prendre encore moins de risques que ça? Finalement même Ah ouais, on peut prendre moins de risques en étant moins exposé par définition. Enfin, si on fait une allocation différente, c'est-à-dire que si on a 70 d'actions, 30 d'obligations, bon, c'est un risque moindre et on a une performance moindre. Mais effectivement, je pense que si on veut prendre le risque du marché à 100, mon allocation est proche de celle qui est la plus, safe, mais c'est aussi effectivement peut-être, finalement cette protection, cette assurance que j'ai, une espèce d'assurance sur: «Attention, si les marchés émergents émergent, je suis déjà prêt». Ils me coûtent beaucoup d'argent. Ils m'ont coûté beaucoup d'argent. Si j'avais investi en S&P 500 depuis le début, je serais beaucoup plus riche aujourd'hui que je ne le suis. Mais en fait, le truc, c'est qu'aujourd'hui, je suis aussi dans une position qui est un peu particulière où, heu enfin, cette assurance, elle me rassure et plus d'argent, ça m'apporte rien. Donc c'est intéressant. Mais ça dépend de la situation. Si tu es dans une situation où tu vises, bah, tu as besoin de 2 millions pour ton objectif et tu es vachement loin et tu as besoin d'un certain niveau de performance, bah, peut-être que c'est rentable de prendre ce risque. Peut-être que tu es en mode: «Bon, bah, tant pis, on prend le risque. J'ai pas besoin de cette assurance». Comme les assurances pour les prêts et cetera, des fois tu choisis, c'est rentable ou pas d'avoir l'assurance, quoi. ouais, bien sûr et bon, c'est super intéressant, une autre question, tiens, sur le plan économique, après on va pouvoir peut-être un peu, passer plus sur la vie perso et la situation, vraiment particulière dans laquelle tu es et qui moi me fascine un peu. Hem, le fait que tu gardes, tu disais 29 000 € de liquidité, cette liquidité, elle est vraiment, c'est quoi? C'est du livret A et puis, juste, j'ai de l'argent en compte Faire la dune et voilà. et donc ça, en termes de rendement, c'est que c'est quoi? C'est 3%, 2%? 3. Oh ouais, OK. je crois que c'est 3. Si ça doit baisser, ça peut-être baisser, c'est peut-être, 5, je sais pas. Ah non, même pas, c'est beaucoup moins. C'est 1,7, tiens. OK. Ça a dû baisser, Donc ça représente quand même, ça représente quelque chose comme, une partie de genre 15 ou 14% de ton patrimoine, total. ouais, Heu c'est ça. et ça pour toi, c'est vraiment la partie que tu vois comme étant, enfin, plus qu'un filet de sécurité en fait. Maintenant c'est là-dessus que tu pioches, tous les mois pour pouvoir, subvenir à tes besoins, quotidiens. Oui, c'est ça. Alors, en l'occurrence, j'ai même pas, j'ai quand même 2 000 € dans mon compte courant et ça baisse pas vite, mais ouais, c'est l'idée. C'est que dès que j'ai besoin de refil, avoir il y a toute une théorie, je sais pas si tu connais heu, la théorie des buckets là, ça te dit quelque chose ou pas? Non. Ça te dit rien? C'est donc le bucket, c'est les seaux et en fait, il y a toute une stratégie, donc c'est sur les questions des stratégies de retrait. C'est-à-dire qu'est-ce que tu fais quand tu achètes arrête d'acheter? Parce que ça devient un peu plus compliqué à ce moment-là. Donc qu'est-ce que tu fais de ton argent? Est-ce que tu gardes du cash? Est-ce que tu gardes des obligations? Est-ce que tu gardes des actions? Comment on fait? Donc la stratégie des buckets, en gros, c'est de dire: «Bon, bah, tu as 80 en actions, tu as 10 en cash, 10 en obligations». Et en gros, tu verses d'un bucket à l'autre dès que tu as besoin d'argent. C'est-à-dire que dès que tu as besoin un peu d'argent en compte courant, tu prends, dans tes obligations. Dès que les obligations sont vidées et que les actions sont hautes en pourcentage, tu remets dedans et cetera. OK, ouais, Moi, j'ai fait ça plus simple. Il faut bien comprendre que toutes ces espèces d'optimisations sont principalement des optimisations qui rassurent la tête et non pas l'argent. En réalité, ce qui est le moins risqué au long terme, c'est d'être 100 action, garder 1 000 € dans son compte courant et c'est tout. Enfin, ça, faut bien le comprendre, ça paraît un peu paradoxal et en fait, être 99 action, au long terme, c'est plus safe que d'être, 80 action, 20 cash. Donc là, ce que je fais, c'est sous-optimal d'un point de vue finance, c'est clair et net, mais moi, ça me permet d'être sûr. ouais, donc de toute façon, il y a toujours la théorie, Voilà, c'est le même truc qu'avec le lump sum et le DCA. Ça, moi, je choisis un peu le DCA finalement. il y a toujours la vie financière. C'est moins rentable. Ah oui, bien sûr, toujours la théorie financière optimale et puis ensuite, il y a avec quoi tu es à l'aise de C'est vivre, ça. quoi et surtout d'aller te coucher le soir et puis de pas paniquer, pour dire, «Comment je vais dormir si demain matin?» Non, c'est sûr. OK, donc bon, on a fait le tour de ta vision, d'investissement, en tout cas la façon dont tu es investi aujourd'hui. Est-ce que, si tu devais, bon après de toute façon c'est toujours, avec les si ou si on essaie de revivre les choses, c'est toujours différent, mais si tu devais reprendre, ta stratégie d'investissement, là où tu en étais en 2020 quand tu as commencé à investir, il y a des trucs que tu ferais différemment aujourd'hui ou alors tu ferais vraiment exactement la même chose parce que Faut que je referais évidemment la même chose parce qu'effectivement, on refait pas l'histoire, mais globalement, le autant moi, ma sous-performance qui est liée à mon exposition, au marché émergent, bon, bah, ça, je l'accepte encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, je pourrais dire: «Bon, bah, ça m'a coûté beaucoup d'argent et puis a priori, ça n'arrivera jamais».
je vends mon Asie, j'achète du S&P 500, puis on n'en parle plus. Je ne le fais pas parce que je suis encore convaincu que cette assurance a du sens. Par contre, la répartition, en fait, vraiment, j'avais eu un raisonnement, c'est qu'au moment j où j'ai commencé à investir, hem, il y avait ce truc S&P, enfin, il y avait ce truc, ETF Monde, et en Mmh. fait, au moment où je regardais sur les ETF, ça genre le coût de l'ETF, c'était genre 0,45, et en fait, les ETF Europe, Asie et États-Unis étaient plus à 0,15, 0,20. Je me suis dit: «Ah ah, trop malin, je vais le reproduire moi-même et du coup, ça fait moins de frais». Sauf qu'en réalité, la performance des ETF étant frais incluses, c'est un peu une usine à gaz. Une usine à gaz, c'est un grand mot, avec ces 3 lignes. Ah, mais c'est 3 lignes au lieu d'une. Heu, bon, je pense que ça servait à rien. Si je devais le refaire, ça, pour le coup, j'aurais juste une ligne ETF Monde Ouais. et puis j'aurais, une ligne, marché vert. Voilà, juste pour une question de simplicité, et en fait, ça coûte pas plus cher. Ouais, ouais, non, non, c'est sûr. Alors, il y a un point qui est vraiment, vraiment génial. Je regarde tes vidéos, mais ce que je regarde surtout, c'est les commentaires qui sont absolument, géniaux. Les commentaires sur la qualité du micro, sur la qualité de la vidéo, c'est absolument exceptionnel. En direct de Tombouctou et tout ça, c'est vraiment, je vais courir à chaque c'est vraiment excellent et j'adore voir les batailles aussi, parce qu'on a vraiment les types qui sont absolument convaincus que tu as pris la meilleure décision, que tu es sorti de la matrix, c'est super, tu as arrêté de bosser, machin, tout le monde devrait faire ça et de l'autre côté, tu as le camp de: «Tu vas être ruiné dans 3 ans, ça va pas, tu te rends compte quand tu vas vouloir augmenter ton style de vie», mais c'est comme si vraiment tu avais signé à vie en disant: «Ouais, je Ils ont fait signer. allez». C'est vrai que vraiment les gens, ont l'impression que tu as pas le droit, quoi, c'est interdit, quoi, hein, qui es-tu pour prendre des vacances, quoi? Au-delà de l'interdit, c'est l'impression qu'ils projettent vraiment ils projettent vraiment leurs appréhensions, sur toi et ta propre vie, et ça, tu vois, c'est vraiment fascinant parce qu'en fait, je veux dire d'un point de vue objectif, tu es en avance de 99 ou 95 des types de ton âge. C'est-à-dire tu as un patrimoine, qui te permet en fait, qui te fait arrêter de bosser pendant 5 ans et il y a absolument aucun problème. Surtout, si après on connaît pas vraiment, tout ton CV et cetera, mais on peut se dire que bon, a priori, tu peux avec un style de vie qui te coûte 400, 500, 600 € par mois, tu pourrais même recommencer un job même qui est presque un boulot alimentaire, si besoin et en fait, c'est pas du tout la fin du monde, quoi. Et donc, toi, je me demandais comment quel rapport tu as à tout ça? C'est-à-dire, à partir de quand tu t'es dit: «Tiens, je pourrais arrêter de bosser»? Est-ce que c'était en 2023 quand tu avais, je sais pas, 120 000 balles? Est-ce que c'était en 2024? À quel moment tu t'es dit: «Tiens, je pourrais, là, commencer à arrêter vu que mon style de vie j'ai pas trop d'inflation du mode de vie, je dépense toujours à peu près 400-500 € par mois»? Quand est-ce que tu as eu ce truc de dire: «Bon, je pourrais, Ça fait, donc depuis longtemps. Ça fait depuis d'accord». longtemps, depuis Ah le ouais. début quasiment aujourd'hui. En fait, j'ai très vite constaté dès que j'ai eu mon premier salaire, je devais avoir 19 ans, je fais: «Waouh, ma paye, c'est genre 2 000 €? 2 000 €? Mais genre, what?» Et effectivement, enfin la suite de ma vie m'a confirmé cette réalité que moi, j'ai pas besoin de 2 000 € pour vivre. Et donc en fait, il y a aussi quelque chose que je pense beaucoup de gens comprennent pas tout à fait, c'est qu'il s'agit pas, dans mon mode de vie, de me restreindre pour, mettre de l'argent de côté pour atteindre un objectif. C'est que je vis ma meilleure vie, mais ma meilleure vie, parce que mes goûts sont tels qu'ils sont, eh bien, c'est une vie où il me reste 80 de mon revenu après, à la fin du mois. Et donc, à un moment, tu vois le compte augmenter et tu te dis: «Enfin, c'est bizarre», tu vois? Enfin, il y a un moment, il faut quand même en faire quelque chose, c'est quand même un peu nul. Enfin, je vais pas juste, empiler les milliers d'euros pour rien. Donc la question, c'est comment j'utilise ces milliers d'euros pour, produire de l'utilité, du bonheur, ça dépend, peu importe comment tu appelles ça. Et en l'occurrence, pour moi, bah, c'est pas voyager, c'est pas acheter une voiture, c'est pas acheter une maison, c'est acheter du temps. Et donc effectivement, le raisonnement logique, c'était de dire: «Bon, bah, voilà, à un certain moment, j'aurai assez d'argent pour être serein, pour mettre un peu le travail salarié en pause et voir un petit peu ce qui se passe». Et donc ta relation au travail salarié, donc c'est-à-dire tu étais pas, dans un rush en disant: «Bon allez, il faut que je mette le plus d'ar» en fait, tu as jamais eu une vie, ascétique d'économie, le maximum, pour pouvoir, sortir du salariat le plus vite possible. Ça s'est vraiment fait presque malgré toi, en fait, finalement? Oui, exactement, c'est-à-dire que, enfin, encore une fois, effecti enfin, et ça peut être paradoxal parce que je comprends que quand on aime, dépenser, sortir et cetera, bah, on soit dans ce dilemme, et honnêtement, je n'envie pas ces personnes parce qu'effectivement, j'imagine que quand on est dans ce dilemme difficile de dire soit je dépense aujourd'hui et je profite aujourd'hui, mais je pourrais aussi économiser pour dépenser plus tard, et enfin, c'est compliqué. Donc moi, j'ai pas de réponse à cette question parce qu'en fait, moi, ma manière de vivre que je kiffe, c'est, pas aller au resto, pas prendre de vacances, pas avoir de voiture. Enfin, moi, c'est ce que j'aime, c'est la simplicité. C'est vraiment ça qui fait que tous les jours, je kiffe ma vie.
Donc c'est pas du tout un sacrifice, c'est vraiment ce que j'aime faire et en l'occurrence, dans notre système de consommation, bah, ça me laisse avec, un reste à vivre qui est considérable et qui me permet de prendre cette décision de remettre en question le travail salarié, pour un moment. Tu vois? Pour que les gens, comprennent bien, notamment peut-être pour, remettre, un coup, sur ceux qui pensent que tu es complètement fou de quitter ton travail, que c'est un risque, à complètement à considérer. Pendant l'intégralité de tes 6 années de CDI, à aucun moment, tu as essayé d'épargner le plus possible. Non. Voilà. Non, vraiment, c'est une conséquence. C'est vraiment je vis ma vie comme j'aime ma vie et voilà, je vois bien qu'il reste plein d'argent, donc j'allais pas le laisser sur mon compte courant parce qu'en plus, voilà, il y a ce truc de quand j'étais petit, je connaissais la bourse, donc je savais que voilà, j'allais pas laisser ça. Il y a des gens qui font ça, hein. Il y a des gens, ils ont, 70 000 € sur leur compte courant, bah et Ça, bien sûr. bon, bah, donc c'est évident que j'allais investir en bourse et après effectivement, la question c'était: «OK, cet argent, ça a quand même de la valeur», même si pour moi, il y a peu de choses que je peux acheter qui a de la valeur, bah, il y a quand même le temps. Le temps pour moi, ça a de la valeur. A priori, on peut acheter le temps, c'est assez facile, il suffit d'arrêter de travailler et de quand même payer son loyer et sa bouffe. Mais donc dans cette mesure où tu as compris que de toute façon l'argent, bon, tu l'accumulais, malgré toi et que le temps, c'était a priori ce qui avait le plus de valeur pour toi, à quel moment, tu t'es dit: «OK, là, le temps que je trade pour mon salaire, il a plus aucun sens, de d'un point de vue, c'est plus cohérent pour moi, c'est-à-dire d'aller au travail et puisque le temps, c'est le truc le plus important pour accumuler de l'argent, au final, j'en ai suffisamment et de toute façon, j'en dépense très peu». À quel moment tu t'es dit en fait, est-ce que tu as commencé à planifier ta sortie ou, en fait, tu en as parlé en juillet et finalement tu as arrêté fin août? Est-ce que c'était planifié depuis quelques mois? Est-ce que ça s'est vraiment fait en disant: «Bon, Oui, attends, je» alors c'était planifié depuis assez longtemps effectivement. C'est-à-dire que dès lors que j'avais ce raisonnement en tête, bah, là effectivement on commence à faire des calculs. On commence à poser la question: «OK, c'est quoi mon budget?» On tombe un peu sur, bah, la question du FIRE, la question de la règle des 4. Alors bonne, elle est bonne, un argument, on discute et donc là effectivement on commence à faire ses propres calculs, à faire ses trucs et à se dire: «OK, ça c'est machin et cetera» et donc en gros, moi ce que j'avais comme ligne de mire au début de mon investissement, c'était de dire: «Bon bah, d'ici t» si je visais à peu près, enfin j'estimais plus que viser que, quand j'aurai 30 ans, j'aurai mon PEA de maxé et qu'à ce moment-là, bah, je pourrais, arrêter le salariat. Il s'avère que ça a été plus rapide, parce que j'ai mis plus d'argent que ce que je pensais de côté, parce que j'ai reçu cette donation. Donc voilà, il y a eu plein de facteurs qui ont fait que ça a été plus rapide que prévu et en réalité, heu, en gros, à partir de 2020 de fin 2023, j'aurais pu arrêter. Hem j'ai eu un peu comme au début on parlait de, tu vois ce moment où un peu tu as la boule au ventre, bah oui, tu as la boule au ventre, tu vas quitter ton travail, tu te dis: «Est-ce que machin, bon allez encore un peu et puis comme ça je serai plus safe». Voilà, donc c'était une année de plus, donc 2024 en plus et donc pendant 2024 j'ai mis, commencé à moins investir et à avoir plus d'argent en cash parce qu'avant j'avais vraiment pas d'argent en cash. Et pour le coup à partir de fin 2024 j'avais pris ma décision, donc j'en ai parlé à mon travail et cetera et donc je leur ai dit: «Bon, bah, voilà, on s'organise». Après là, c'était parce que c'était la logistique interne. Je dis: «OK, moi je suis avec vous, je peux vous aider jusque fin, d'été et fin d'été, je pars». Donc c'était un peu ça l'idée. Disons qu'à partir de fin 2023, c'était à peu près décidé. OK et ta relation au travail, c'est-à-dire sur les 6 années que tu as faites, est-ce que, tu y allais à reculons? Est-ce que tu y allais juste pour pouvoir arriver à ce FIRE à un moment donné? Est-ce que tu y allais parce que finalement tout le monde va au travail et donc c'est normal d'aller au travail? C'est quoi ta relation au travail pendant toutes les années que tu as faites? Alors, ce qui est sûr, c'est que je suis arrivé au travail au début parce que c'est ce qu'on fait. On fait des études et puis après on va au travail et cetera. En l'occurrence, jour après jour, semaine après semaine, moi j'ai kiffé mon travail. Vraiment, j'ai kiffé mon travail. Donc c'est un travail un peu particulier parce que j'étais en agence de travail temporaire, qui est pas vraiment mon domaine parce que j'ai fait des études, un master en finance et en fait, j'avais fait mon stage là-bas de 3e année et donc ensuite j'ai fait mon alternance M1, M2 là-bas et j'ai été embauché en CDI là-bas. Et en fait, l'idée, c'était pour moi, effectivement, encore une fois, plus que l'argent, parce que j'aurais pu gagner plus en faisant d'autres métiers. C'était, enfin, je kiffe mes collègues, je kiffe, quand je vais au boulot, je kiffe quand je rentre le soir, je suis content de ce que j'ai fait et cetera. Je m'amuse, je rigole, enfin, voilà, vraiment, c'était cool. Mais il y avait effectivement quand même cette question, de dire, bah, du coup, on a un peu été dans ce tunnel de, bah, les études, les études, les études, les études, le travail et puis le travail et en fait est-ce qu'à un moment on peut sortir de ce tunnel? Enfin voilà, cette question de dire: «Le travail, qu'est-ce que ça apporte?» Et moi je suis convaincu que la meilleure manière de savoir qu'est-ce que quelque chose t'apporte, c'est de t'en séparer, Ouais. en fait. Et donc l'idée c'était de dire: «Bon bah voilà, je vais me mettre dans cette position où je vais pouvoir quitter mon travail et donc je vais pouvoir voir que qu'est-ce qui me manque?» Parce qu'en fait, le travail c'est un agglomérat qui est très complet
il y a beaucoup de relations sociales, une question de responsabilité, une question, d'autonomie, une question de reconnaissance aussi dans la société, de cadre, d'horaire, enfin, en fait, il y a plein de trucs qui sont dedans. Probablement qu'il y a plein de trucs dedans dont tu as besoin et probablement plein de trucs que tu détestes et du coup, c'est compliqué comme tout est dans le même paquet. Donc l'idée, c'est de retirer le paquet, de voir ce qui me manque et s'il y a des choses qui me manquent, de voir si je peux les satisfaire d'autres manières. Ou si j'ai envie de retourner au travail, au moins j'y retourne avec la connaissance de pourquoi j'y vais et pas juste, «Bon, bah, oui, bah, j'ai fait mes études et après je suis allé au travail». Non, c'est vraiment: Ouais. «J'ai arrêté de travailler, ça me manquait dans le travail, ça je kiffe dans le travail, donc je veux retourner au travail parce que je veux ça». Et je pense que ça fait de toi un bien meilleur salarié et un salarié bien plus heureux Ah oui, quand tu y vas parce que tu ouais, tu vas ouais, donc c'est là que c'est vraiment intéressant et ton cas est vraiment fascinant, c'est qu'en fait, bah, la plupart des types qui sont dans ta situation finalement, qui arrivent à être fire assez jeunes, en fait, on se rend compte que c'est une vie de privation énorme, de frugalité et de contraintes et d'accumuler les boulots et de bosser le week-end, le soir, vraiment mmh, le et toi, en fait, on se rend compte que, en plus de tout ça, tu bon, quand tu allais travailler, c'était je dis pas c'était en mode détente, mais c'est-à-dire tu prenais une moi j'ai le plaisir à l'étude, mais franchement, y a aucun donc problème. en fait, soit tu coches toutes les cases, qui fait rager ça fait rager la population, quoi. C'est-à-dire, bon, le mec, ça y est, il bosse plus, il a 28 ans, en plus, il a pas l'air d'être dans la privation, il a pas l'air d'être dans la frustration, et il a vraiment l'air d'apprécier, sa vie, la vie telle qu'elle était quand il travaillait, la vie maintenant, il a accumulé un beau patrimoine, et donc en fait, tu as jamais eu l'impression, là, pendant toute ta phase et d'accumulation de patrimoine et de travail et même, actuelle, tu as jamais eu l'impression d'être dans la contrainte, dans la frustration, dans la restriction, en fait. Non, pas du Jamais. tout. Mais ça, effectivement, je pense que il y a plusieurs choses. Il y a, matériellement parlant, il y a effectivement le fait d'être privilégié. C'est-à-dire que pendant tout ce parcours-là et encore aujourd'hui, effectivement, je suis dans une situation privilégiée que même si demain tout tombe à zéro, c'est la fin du monde, bon déjà, bah, je suis valide, j'ai plein de compétences, enfin voilà, je suis persuadé que même dans un monde qui tombe en ruine, bon bah, voilà, je suis en bonne santé, je suis un homme blanc, enfin je veux dire, il y a plein de choses qui font que globalement, quoi qu'il se passe, j'ai encore ma tête, mes mains, mes 2 jambes. Enfin, il y a pas de problème, tu vois? Donc je peux prendre des risques que plein d'autres gens peuvent pas prendre. J'ai pas de responsabilité, j'ai pas d'enfants, j'ai pas de personne à charge, qui compte sur moi pour bien vivre. Donc il y a ça et puis il y a à côté de ça, le matériellement, les privilèges que j'ai, il y a effectivement mes goûts et ma personnalité et ça, voilà, on est tous différents. En l'occurrence, j'ai la chance de me satisfaire de peu, j'ai la chance d'apprécier une vie qui est simple et ça, bon, bah, c'est coup de bol, quoi, c'est coup de bol de la génétique. Et ça, ouais, voilà, je voulais te demander à quel point tu penses que ça s'est construit ou acquis? C'est-à-dire, est-ce que même quand tu étais enfant, tu as jamais eu ce truc de matériel, de vouloir toujours plus, de vouloir plus gros, de vouloir plus beau, de vouloir mieux, de comparer avec les copains ou avec les autres? Est-ce que c'est vraiment, tu t'es toujours satisfait, en fait, on pourrait dire de peu, mais finalement puisque, de peu uniquement sur le plan matériel, quoi? Mmh. Je pense que c'est très largement génétique. Ça a toujours été le cas. Je suis assez convaincu que c'est très largement génétique et il y aurait peu de raisons. Enfin, je veux dire, j'ai pas une famille qui est particulièrement, hem, enfin, voilà, dans une logique de décroissance, de déconsommation et cetera. Donc c'est pas forcément quelque chose qu'on m'a inculqué. Ah C'est OK, quelque OK. chose, heu, au début, c'était juste, voilà, une préférence, un goût personnel et effectivement, en grandissant, il y a aussi ce truc-là, c'est-à-dire qu'en fait, tu découvres des concepts, tu découvres des politiques, tu découvres des théories. En fait, tu comprends que tes goûts personnels, ils sont aussi alignés avec, plein d'autres gens, des courants et cetera et donc ça permet aussi de se sentir moins seul et de comprendre pourquoi on aime bien vivre comme ça plutôt qu'autrement. OK, et la situation, dans laquelle tu te trouves, donc toi, tu l'attribuerais très majoritairement, à ta génétique? C'est-à-dire, même cette notion, très rapide, d'épargner, d'investir et cetera, puisque tu as pas eu d'influence directe à part Gilles Kerviel que tu as vu à la télé. Il y a personne dans ton entourage proche qui t'a dit: «Voilà, il faut investir, il faut faire ceci, l'argent, il faut l'économiser». C'est quelque chose que tu as compris tout seul, et à quel point tu penses que finalement, on est le produit de notre génétique versus le produit de notre environnement, de la construction, des constructions C'est sociales? une question qui est très intéressante, j'ai lu pas mal de livres là-dessus. Moi, je suis plutôt, team, génétique. Je suis assez persuadé que la génétique a beaucoup d'importance. J'avais lu un livre qui était très intéressant qui était, le tableau blanc de Blank Plate, à ce sujet Ah oui, ouais, et en fait, c'est assez clair. intéressant parce que, ce qu'ils expliquent, c'est qu'aujourd'hui, c'est assez peu, c'est peu répandu comme idée. Enfin, on aime bien l'idée que, bah, voilà, c'est surtout la construction sociale, l'environnement et cetera et en fait, ils expliquent ça de manière assez intéressante. C'est qu'effectivement, le problème et la conséquence de croire qu'on est le produit de notre génétique, c'est la porte ouverte à l'eugénisme et l'eugénisme, effectivement,
au 21e siècle, ça a fait ce que ça a fait. Et donc c'est un vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, d'un point de vue, recherche universitaire, c'est très mal vu et personne n'a envie de financer quelqu'un qui va, démontrer que, bah, en fait, on est juste le produit de nos gènes. Alors Mmh. qu'effectivement, ça arrange tout le monde de dire: «Bah, non, il suffit d'avoir des bons parents, d'avoir, de bonnes écoles, d'avoir, un bon environnement social pour que les gens, se comportent bien et soient heureux». Personne n'a juste envie de dire: «Bah, en fait, c'est pas de bol si votre enfant, il est né pour être, triste, il sera triste. Si votre enfant, il est né pour être heureux, il sera heureux». Mais moi, je suis un peu persuadé que c'est ça. Et donc du coup, ton non, mais moi, de toute façon, tu prêches un convaincu et tu enfin, tu prêches pas vraiment, tu donnes ton avis et moi, je le partage et pendant du coup ta jeunesse, heu, ton rapport à l'argent, la perception de l'argent, tu dis que tu as découvert, Kerviel, à cette donc c'est vrai que c'est quelle année, Kerviel, le scandale, c'est de Shield, d'avoir, ouais, 14 ans, même pas, même un peu plus jeune que ça et puis avant ça, est-ce que tu avais, tu as toujours eu ce truc, par exemple, de dès que tu recevais un peu d'argent, je sais pas, à tes anniversaires ou des trucs comme ça, est-ce que directement tu avais cette notion d'épargner, de dire: «OK, je le garde pour plus tard» ou est-ce que c'est juste, je dépense comme un gamin? Ouais, j'ai toujours eu, j'ai tou ça, donc tu sais, on avait 20 € et cetera et j'avais vraiment mon porte-monnaie, mais du coup, quand j'avais 15 ans, j'avais genre 600 €, mais c'était Ouais, énorme! ouais, bien sûr, bien sûr. Euros quoi des et c'est marrant parce que tu sais, quand mes parents enfin, tu sais, ils devaient acheter une machine à laver ou quoi que ce soit, bah, tu sais, des fois, il y avait des problèmes, genre la carte bancaire, tu peux pas payer, plus qu'un certain montant. Ils prenaient mon argent liquide de l'euro avancer. Oui, au clavier, c'est vrai. Ah, c'est un argument de plus, pour la génétique, quoi. Je veux dire, tu né avec ce truc-là, et moi, je des fois, j'ai essayé expliquer ce genre de truc à des personnes qui sont extrêmement dépensières, et non, mais le jour où j'atteindrai ce salaire, c'est bon, j'arriverai à mettre de côté et en fait, j'ai des potes d'enfance qui vivent à crédit, ils ont des bons salaires, quoi. 3 500 € par mois, sa femme a 2 000 € par mois et en fait, c'est tu arriveront jamais et pendant quelques mois, quelques années, tu essaies de leur expliquer, à faire la compta et tout ça, en fait, tu te rends compte que c'est une peine perdue, enfin, c'est complètement impossible, quoi. L'inflation immobilière, il est Enfin, nous, on n'a pas été convaincus par, la compta, tu vois? C'est juste une préférence personnelle, donc effectivement, il y a pas de raison que la compta, ait prouvé que A plus B, égale C, l enfin, je pense pas qu'on puisse changer les gens, effectivement. ouais, non, c'est Et en plus, c'est pour eux. Moi, je pense qu'il y a plein de gens, en tout cas, s'ils vivent heureux, c'est toujours ça la question, quoi. Si tu arrives à être c'est heureux ça. en étant dépensier, il y a pas de problème. Après, je suis aussi persuadé qu'il y a plein de gens qui suivent un modèle. C'est-à-dire qu'autant, on parlait d'aller travailler parce qu'il faut travailler, je pense qu'il y a plein de gens qui achètent une voiture parce qu'il faut acheter une voiture. Je pense qu'il y a plein de gens qui achètent un en fait, vraiment, quand ils ont un logement, ils se posent la question: «C'est quoi mon budget? Donc qu'est-ce que je peux acheter?» La question, c'est: «Qu'est-ce que je peux acheter de» et moi, c'est l'inverse. C'est: «Qu'est-ce que tu peux acheter de plus petit?» Mmh. C'est ça la question. Je veux dire, on s'en fiche que tu puisses acheter un 25 pièces. Si tu as besoin d'une pièce, achète un une pièce. Bah, Donc ça, mais et ça donc ça, ouais. c'est potentiellement de l'utilité perdue. C'est-à-dire qu'il y a probablement des gens qui consomment plus que ce qu'ils ont besoin pour être heureux. Ouais, ça à nouveau, on va pouvoir classer en 2 catégories, quoi. Tu as ceux qui pensent: «Qu'est-ce que j'ai besoin?» et ensuite, j'adapte mon ah, c'est pas assez et l'autre, c'est: Qu'est-ce que je peux acheter?» et ça, c'est pareil, je pense pas que ça soit un mode de pensée qui puisse évoluer avec le temps, en fait. J'ai l'impression que c'est figé et c'est comme ça tout autour, c'est vraiment Je pense, ça pour le coup, j'ai quand même espoir que enfin, on devrait tous quand même, enfin, en théorie, se poser la question des besoins, quoi. Mais oui, c'est sûr que c'est pas le mode par défaut de tout le monde mais j'ose espérer pour eux, vraiment, qu'il y a un moment, ils peuvent se poser cette question des besoins et peut-être avoir une vie qui est plus épanouissante pour eux, quoi. ouais et en plus, nous, on a quand même le modèle francophone qui est le peuple qui épargne le plus, aux États-Unis. C'est pas: «Qu'est-ce que je peux me permettre?» c'est: «À quel point je peux m'endetter pour pouvoir acheter?» c'est: «Qu'est-ce que je peux me permettre?» Et là, bon, les parents dans cette question de, les cartes de crédit, payer aussi avec crédit pour acheter et cetera, ça existe pas trop encore, Non et du coup, c'est vraiment, je pense que ça va être vraiment intéressant, pour les gens qui sont dans cette catégorie-là, à quoi ça ressemble, ta routine quand tu travailles, je sais pas, il y a 1 an, 2 ans, ta routine, du quotidien, de la semaine, du mois, en dépensant, donc comme tu disais 400, 500, 600 € par mois. Est-ce que tu peux nous décrire un peu tes journées, à quoi elles ressemblent, où sont tes niveaux de dépenses, tes dépenses majeures, les postes de dépenses, les différents postes de dépenses et cetera? Bah, concrètement, le poste de dépense, c'est, la plupart des gens ont les mêmes postes de dépenses, en tout cas, pour la question des besoins essentiels. Donc effectivement, c'est le logement. En l'occurrence, je suis en colocation, donc logement, électricité, eau, assurance, internet. Ça, c'est dans le même bundle. Et après, effectivement, en termes de vie au quotidien, bon, bah, avant, j'avais un travail vraiment bureau classique, donc 8h-18h du lundi au vendredi. Donc ça prend quand même pas mal de temps.
et bah, puis ça prend pas mal d'énergie. On rentre, on est assez fatigué, on regarde des petites vidéos, on joue avec des potes, on discute, on lit un peu, petite méditation, petite balade et puis ça va dodo, quoi. Heu et puis après, globalement, le week-end, bah, c'est ça, quoi. C'est ça en plus de temps. Cuisine, petite balade, on va voir la famille, on joue, on lit, voilà, quoi, la belle vie. OK et du coup, sur le plan, donc là, tu parles, loyer, les charges de base et sur les plans alimentaires, comment tu fais? Donc tu je crois que tu mentionnais dans une vidéo que la nourriture, ça te coûtait quelque chose comme une centaine d'euros par mois, je me trompe peut-être, Ouais. Alors attends, est-ce que c'est oui, c'est ça, tout à fait. Non, parce que dans une vidéo, j'avais fait une bêtise, j'avais dit 25 € par mois, mais en fait, c'était 25 € Ah par ouais, semaine. ouais, voilà, c'était ça, avec bon 100 € par mois, ça te fait 3 €, un peu plus de 3 €, 3,20 €, 3,30 € de nourriture par jour. Qu'est-ce qu'on mange avec 3,30 € par jour en France, Alors moi, en l'occurrence, je suis végétalien, Ouais, donc je mange pas de produits animaux, donc pas de viande, pas de poisson, pas de lait, et donc pas de tout ce qui est transformé, même de manière générale, ça va au-delà de la question du végétalien. C'est vrai que j'achète pas des steaks végé ou des trucs comme ça, quoi. J'achète, concrètement, des fruits, des légumes, des graines, donc ça veut dire, bah, du riz, des lentilles, des oléagineux, ce genre de choses. J'achète aussi, pas mal de, je sais même plus comment ça s'appelle, mais, tout ce qui est, cacahuètes, noix de cajou et cetera. Aussi un peu de graines de chia quand j'ai envie, mais voilà, en gros, mon régime alimentaire, c'est ça, quoi. C'est, fruits, légumes, céréales, oléagineux, hem, à peu et près donc ça. ça coûte, 3,20 € à 3,30 € par jour de manger, comme ça. Pas très cher, j'achète en gros, ouais, en plus, je suis organisé un peu de manière, particulière. C'est que je fais un gros repas pour la semaine dans une énorme casserole. Je réchauffe tout le temps comme ça, je perds pas de temps à cuisiner et à refaire et cetera. Donc ouais, je mets en gros 1 kilo de lentilles, 1 kilo de riz, 2 sachets surgelés de légumes. Alors ça dépend en fonction de l'humeur. Je mets beaucoup d'huile d'olive aussi, heu pour les questions de calories, parce que faut quand même des calories des et mine de rien, si tu manges pas de viande et pas de poisson et cetera, c'est important de enfin, en fait, sinon en volume, ton assiette elle est grosse, il y a plus de volume d'aliments. Ouais, bien sûr, bien sûr. Voilà. Donc je mets pas mal d'huile, ouais, cacahuètes, beaucoup de flocons d'avoine aussi. Je mange des flocons d'avoine tout le temps. Tu mélanges tout ça? Tout, de tout grosse, OK et donc Mes parents ils détestent, tu sais? Quand je rentre chez moi, je fais la cuisine, ils disent: «Non mais tu peux pas séparer un peu les aliments?» et ça, c'est parce que c'est-à-dire, le plan, gustatif de la nourriture, tu vois pas d'intérêt particulier? Ou est-ce que c'est juste, pour une question, voilà, c'est pratique, c'est facile, je m'en fous, j'ingère mes calories? Alors il y a 2 choses. D'un point de vue purement, théorique, effectivement, je mange pour vivre et non pas je vis pour manger. C'est-à-dire Ouais, que, heu, l'idée, effectivement, d'un point de vue philosophique, c'est que le bonheur qui est lié à la nourriture, ça reste un bonheur qui est très externe. C'est-à-dire que c'est un bonheur, moi, que enfin, je produis pas ma nourriture. C'est-à-dire que je suis dépendant d'un système capitaliste, de système logistique et cetera. C'est-à-dire que si je suis dépendant du Nutella ou du chocolat pour, être content et que demain il y a plus le chocolat ou le Nutella, je ne sais pas faire pousser du chocolat ou faire du Nutella. Donc c'est un problème de dépendance et d'externalisation du bonheur. C'est-à-dire que l'idée, c'est que pour moi, le bonheur, il doit vraiment un maximum venir de l'intérieur. Si on caricature, l'idée, c'est que je veux pouvoir continuer d'être profondément heureux si je suis emprisonné et si je suis emprisonné, je ne vais pas, pouvoir choisir de manger ce que je veux. Donc c'est ça l'idée, c'est de pouvoir, vraiment à chaque fois qu'il y a des sources de bonheur qui sont externes, les limiter un maximum. Après ça, on le dit, c'est d'un point de vue philosophique. En réalité, je kiffe, enfin, gustativement, manger ce que je mange, même si dans quel jour la même chose. C'est aussi une réalité. C'est-à-dire que, là, en l'occurrence, j'ai oublié de refaire la bouffe. Faut que je repasse la bouffe après l'interview et j'ai hâte, tu vois ce que je veux dire? De manger mon repas. Pas parce que j'ai faim, j'ai pas faim, mais pas parce que j'aime bien le goût. OK et ça et ce repas-là, là, cette bouillie, géante, c'est, depuis 6 ans? Ouais, à peu près, ouais, ça fait longtemps. Je sais pas combien d'années, mais ouais. OK et il y a vraiment pas de lassitude vis-à-vis de tout ça? En fait, j'ai envie de montrer à quel point tout ce que tu as l'air de faire, en tout cas, je sais pas, je te connais pas personnellement, mais tout ce que tu as l'air de faire a l'air d'être vraiment, naturel et il y a pas l'air d'avoir de calculs, extrêmement compliqués. Il y a tiens Alors et dans et donc c'est des quêtes à un moment, j'ai fait vraiment des tableaux Excel parce qu'il y avait vraiment la question, en fait, depuis toujours, je mange, je suis un peu monomaniaque, tu vois? Genre, je mange un peu souvent la même chose et cetera et donc mais le problème, c'est la question des carences. C'est qu'en fait, si tu l'intérêt quand tu manges un peu de tout, tout le temps, c'est que, bah, au pif,
même sans connaître l'alimentation et la nutrition, tu finis par avoir tout ce qu'il faut. Donc si tu manges tout le temps la même chose, bah, se pose la question: «Est-ce que tu as assez de magnésium? Est-ce que tu as assez de calcium? Est-ce que tu as assez de fer? Est-ce que tu as assez de protéines?» et cetera. Donc à un moment, j'avais fait le tableau plus tard, en prenant les grammages à peu près. Depuis, ça fait longtemps que je le fais plus, mais l'idée, c'était d'avoir assez d'un peu tout, quoi. Donc il y a eu cet aspect préparation. Aujourd'hui, je l'ai plus du tout et non, c'est pas du tout une contrainte, c'est vraiment, pour moi, c'est la simplicité, quoi. Ouais. C'est tellement plus reposant comme ça. OK, ouais, c'est super, super intéressant et maintenant sur le po donc en gros, on sait maintenant que faire à manger, ça t'occupe, 1 heure par semaine quoi, ou 1 heure ou 2 heures par semaine. Ouais, même pas en vrai. Bon, 30 minutes par semaine, et que, heu, pendant 6 ans, de 9 heures à 18 heures du lundi au vendredi, tu étais au travail. Alors qu'est-ce qui se passe depuis le 1er septembre, 2025? À quoi ça ressemble? Comment s'articulent les journées? Est-ce qu'il y a une routine? Est-ce que c'est prédictible? Est-ce que c'est complètement chaotique? À quoi ça ressemble? C'est, pas vraiment prédictible, mais après je suis pas quelqu'un qui me couche à 3 heures du mat ou qui me réveille à 15 heures. Donc en OK. tout cas sur le rythme circadien de la question du sommeil, je suis toujours assez régulier, parce que j'aime bien me coucher quand je suis fatigué. Donc et j'ai envie de me coucher à 19 heures, je me couche à 19 heures. Si j'ai envie de me coucher à 23 heures, je me couche à 23 heures. Et souvent je me relie à 8 heures, quand il y a du soleil, quoi. Parce que je ferme pas mes volets. Donc forcément il y a du soleil le matin, ou si ce n'est du soleil, de la lumière à travers les nuages. Ouais. Et puis sinon pendant la journée, bah, là effectivement il y a moins de coordination. Parfois effectivement, l'intérêt c'est que comme j'ai rien dans mon planning, je peux un peu prendre, les opportunités telles qu'elles viennent. C'est-à-dire que là, tu vois, tu m'as envoyé un mail, je te dis: «Bah, ouais, je suis là lundi 13:00, y a pas de problème». On peut parler jusqu'à tant que ça moi j'ai pas de contraintes. Ça me permet aussi, d'intervenir pas mal sur des associations qui font des événements qui, moi m'intéressent. Parfois les événements, bah, c'est le mercredi après-midi, avant je pouvais pas les faire, donc maintenant je peux les faire. Ça c'est plutôt cool. Et puis à côté de ça, sinon c'est vraiment, bah, je me balade quand j'ai envie de me balader, je marche beaucoup. C'est vraiment une de mes grandes passions. OK. Et puis, bah, sinon, je suis sur mon ordi, je discute avec mes potes, je joue, je regarde des vidéos. En ce moment, je suis dans la période, alors pour ceux qui regarderaient un peu en retard, c'est le moment où il y a le débat à l'Assemblée nationale, et donc en fait, tout est stream sur YouTube, et vous pouvez voir les débats de l'Assemblée nationale, sur YouTube, et amendement, 2723, point 03, qui vote pour, qui vote contre. Ah non, mais moi je suis pas d'accord avec ça. Je regarde beaucoup ça en ce moment. OK, ah, très drôle. Ouais, en divertissement, tu regardes, l'Assemblée nationale, en streaming sur Ouais, YouTube? OK. ouais, incroyable. Ouais, c'est vraiment l'objectif, FIRE, de tous les gens qui regardent ce vidéo. Arrêter de travailler pour pouvoir regarder les débats à l'Assemblée nationale, le mardi à 15h. Exactement. Ouais, mais en plus, je savais pas, non, mais ils taffent le, enfin, c'est peut-être parce que c'est en ce moment, mais genre là, ils taffent le week-end, ils taffent jusqu'à genre minuit. Genre à 23h30, ils votent des amendements. Ouais, Incroyable. ouais, donc ouais, c'est un peu tu veux pas louper la saison, quoi. Une fois que tu es lancé dedans, tu plus à décrocher jusqu'au vote de la loi ou tu arrives quand même à quitter, la vidéo en cours, regarder: «Non, reste tête». Mais comme c'est tout le temps, quand j'ai rien à faire, je sais que c'est large. OK, OK, pratique et OK, OK, donc du coup, promenade, tu marches, tu habites où en France? J'habite à Rouen. OK et c'est sympa, comme ville, bah, la plupart des villes de France, à marcher, de toute façon, c'est super agréable, Ouais, j'aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup, et puis, de toute manière, je suis quelqu'un qui aime beaucoup marcher, peu importe. En fait, j'aime autant marcher dans une zone industrielle qu'une forêt ou un quartier touristique, tu vois? OK, Je trouve que dans tous les OK, cas, il y a tellement de choses à voir, et de choses à regarder et dont on peut s'émerveiller, OK. que moi, il y a pas de belle rue ou de mauvaise rue, ou Ouais, c'est pas juste l'acte physique de marcher, c'est-à-dire si tu mettais un tapis de marche dans ta chambre, ça serait enfin, dans là où tu vis, c'est pas la même, c'est pas la même sensation, quoi. Tu t'ennuierais. non, oui, c'est pas tant une question, ouais. Enfin, je sais pas, c'est difficile à expliquer. Pour moi, marcher, c'est vraiment comme respirer, quoi. Vraiment, quand je marche, j'ai l'impression que je suis le plus humain que je puisse être humain, quoi. C'est tellement un truc, naturel, et c'est évident, tu vois? Et tu tombes immédiatement dans une forme d'oisiveté, quand tu marches ou alors est-ce que des fois, tu sais, c'est vraiment tu t'en sers pour réfléchir ou c'est vraiment tu te mets en route, tu mets un pas devant l'autre et c'est parti, quoi. C'est vraiment Ça naturel, tu dépend. avances. Ça dépend. Après, j'ai beaucoup l'esprit vite, honnêtement. Ouais, Ça fait, plusieurs, enfin, avant, j'étais quelqu'un d'assez anxieux, quand j'étais adolescent, mais c'est beaucoup moins le cas. Donc non, disons des pensées qui me traversent l'esprit, mais elles repartent aussi vite qu'elles viennent, on va dire. OK, ouais. Tu les laisses passer et tu continues ton chemin, sans t'arrêter, OK. Ah donc marche, regarder l'Assemblée nationale, tu joues aux jeux vidéo, tu joues beaucoup ou tu c'est Ça dépend des périodes. Il y a des périodes où je joue beaucoup, il y a des périodes où je joue beaucoup moins.
Heu, Ça dépend. Des fois, je peux jouer toute la journée, des fois, je peux pas jouer de la semaine. Et tu un passif, jeux vidéo quand tu étais adolescent, de beaucoup Ouais. jeux ou ouais, peut-être. Je jouais beaucoup, aux jeux vidéo quand j'étais, adolescent. Tout à fait. Parce que c'est vraiment, je me dis: «Si j'étais dans ta situation, je retomberais immédiatement dans l'addiction des vidéos». Je passe ma journée entière, à jouer. Et non, mais moi, et peut-être que c'est si, en fait, mais en fait, aussi longtemps que ça te rend heureux, enfin, moi, j'ai aucun problème, tu vois? S'il faut me jouer, enfin, si tu es heureux à jouer 20 heures par jour, et pendant 10 jours d'affilée, bah, je le fais, tu vois? Mais après, à un moment, ça va te saouler, tu vas faire autre chose. Et si ça te saoule pas, bah, tant mieux. Ça veut dire que tu fais un vrai Bien différence sûr. tout le temps. Et en termes, du coup, en termes de ressenti, de est-ce que tu as eu un moment de réalisation? C'est-à-dire, je sais pas, au 1er, au 2 septembre, au 3 septembre, quand on était le lundi matin et que tu pas été au travail, est-ce que ça comment s'est fait la transition, quoi? Est-ce que tu as vraiment ressenti, je sais pas forcément une charge, enlever de tes épaules, mais dire: «Ça y est, en fait, j'y suis vraiment, c'est ce pourquoi» enfin, c'est pas vraiment ce pourquoi tu as travaillé, mais c'est-à-dire, «J'ai fait ce que la plupart des types disent qu'ils vont faire un jour, mais qui repoussent constamment», quoi? Mmh. Alors, pas vraiment, je pense que c'est comme la question, «Ah, comment tu te sens? Tu as eu 60 ans», tu vois? Ouais, OK. Bah, je sais pas, au début, comme dit, donc non, pas vraiment. Alors effectivement, mais au fur et à mesure, on perçoit des choses différemment, on perçoit le temps différemment notamment. Ça, c'est effectivement quelque chose qui change. Mais non, il y a pas de réalisation soudaine et brutale, quoi. Ouais, donc c'est pas de toi, en fait, de toute façon, tu étais préparé depuis enfin oui, ça a pas été brutal parce que tu as pas perdu ton emploi du jour au lendemain, tu étais quand même préparé à ça. Sans plus effectivement, j'étais psychologiquement prêt, c'est sûr que ça aide. Et puis, non, enfin, il y a pas de grande lumière qui s'affiche, genre: «Ah, Ça y est, tu es libre, rien». tu es fire du, arrière derrière et du coup, en termes la perception du temps qui passe, tu en as tu l'as évoqué, rapidement, c'est quoi? C'est le temps passe plus vite, le temps passe moins vite, ça dépend des jours, c'est Le temps passe en moyenne moins vite, ce qui est, je crois normal parce que j'en ai plus. Et surtout, en fait, le fait que, non seulement j'ai beaucoup de temps libre, mais que j'en ai une quantité illimitée dans le sens où je ne sais pas quand est-ce que j'aurai moins de temps libre et je le choisirai a priori, enfin, il est fort probable. C'est intéressant parce qu'avant, il y avait pas mal d'activités que je faisais et pour lesquelles, même si j'aime beaucoup ces activités, je pouvais ressentir une forme de culpabilité en mode: «Est-ce que c'est l'utilisation optimale de mon temps?» Typiquement, faire une sieste le dimanche entre 14 heures et 18 heures. Ah, tu te sens pas bien, tu vois? Tu travailles 18 heures, faut retourner au boulot lundi, un peu deg, tu vois? Mais tu as kiffé la sieste. Enfin, moi, je kiffe les siestes, c'est pas la question. Mais il y a un peu ce dilemme, tu vois? De: «Ah, est-ce que j'aurais pas pu utiliser mieux mon temps?» En fait, là, l'avantage, c'est que comme ce temps, il a plus une valeur un peu sacrée et rare, et bah, non, je kiffe faire ma sieste le dimanche de 18 heures, de 14 heures à 18 heures, et c'est parfait, tu vois? Et il y a pas du tout cette petite amertume sur plein de petites activités, heu, que je pouvais avoir qui me consommaient du temps et qui aujourd'hui, bah, il y a pas de problème, le temps je l'ai, donc si l'activité me plaît, je fais l'activité. le En fait, ça peut je le contre-argument de base, ce serait de dire, ta perception du temps et de dire: «Oui, il y a le temps de faire une sieste, comment je peux allouer mon temps de façon optimale?» et cetera. C'est de dire: «De toute façon, tu vas mourir». Donc en fait, le temps, il est illimité, pendant ta vie. Mais, toi, aujourd'hui, c'est quoi ta relation à la vie, la mort? J'ai lu dans un commentaire, j'ai pas vu la vidéo, enfin, j'ai pas entendu le passage dans la vidéo, où il me semble que tu dis que tu aimes à l'idée de quitter le monde sans avoir laissé aucune trace ou je sais pas si tu as vraiment dit ça ou si Oui, c'est oui, tout à fait, des quelque chose que je dis, alors, je sais plus la formulation, mais c'est sûr que moi, j'aime beaucoup l'idée de n'avoir rien été et de ne plus rien être demain, que ce soit d'un point de vue physique, c'est-à-dire de laisser des statues, des tableaux, des machins, et même d'un point de vue idéologique, même d'un point de vue relationnel. Alors c'est pas tout à fait le cas, parce que, si je partais demain, bah, j'ai des proches, j'ai des parents, j'ai une sœur qui seraient peinés. Mais moi, idéalement, j'aimerais, entre guillemets, «être le dernier vivant» et tu vois? Et partir et personne ne me regrette, tu vois ce que je veux dire? Juste tu plus personne, tout le monde t'oublie et c'est très bien comme ça. Il y a aucun problème. J'aime beaucoup aussi l'idée de, hem, ouais, enfin, pendant une éternité, j'ai pas été, pendant une éternité, je ne serai plus, et là, c'est vraiment juste un petit interlude bizarre, ça s'appelle la vie. OK, enfin, je suis vraiment tout à fait serein avec la question de la mort. Alors, c'était, je sais plus quel, humoriste qui disait ça, c'est connu. Effectivement, en tout cas, moi, j'ai pas peur de la mort, j'ai peur de mourir, de l'action de mourir. Et effectivement, j'ai peur de la souffrance qui précède la mort. Heu, le néant absolu que je crois y avoir après la mort ne me fait pas du tout peur, voire il me rassure. Heu, je me dis qu'effectivement, en l'occurrence, aujourd'hui, ma vie, elle est très agréable, même si elle ne l'était pas. Il y a un peu ce truc rassurant que
tôt ou tard et finalement assez vite, à une échelle longue, bah, en fait, je serai plus que de la poussière et il y aura plus de souffrance. Donc bon. Est-ce que tu as toujours eu cette relation, extrêmement rationnelle à la mort? C'est-à-dire quand tu as des proches qui meurent ou des gens que tu connais qui meurent, tu bon, de toute façon, on le savait tous, c'est pas la peine de pleurer, d'avoir trop d'émotions, c'était évident que cette personne allait mourir ou alors est-ce que, vis-à-vis des autres, c'est un peu différent de la façon. Oui, je pense que, intimement et oui, oui, moi j'ai un rapport qui est comme ça à la mort et je suis pas triste pour les gens qui sont partis. Je suis Mmh. même, probablement content pour eux et qu'ils puissent, ne plus exister, ne plus être, ils ont été et c'est très bien. Souvent, je peux ressentir de la peine pour ceux qui restent et qui, eux, pour le coup, ressentent de la peine pour le manque et cetera. Mais non, pour les gens qui partent, il y a pas de problème. Et par exemple, le drame enfin le drame, ou ça dépend évidemment de ta perception, mais je sais pas, d'un enfant qui a une maladie grave et qui avait, un avenir peut-être plein d'opportunités et qui allait peut-être changer le monde de plein de manières différentes et qui voilà, qui meurt brutalement, à 15 ans. Est-ce que tu comme, bon, ça arrive, ça devait arriver, enfin statistiquement, c'est comme, investir sur le MSCI World quoi, il y a forcément des enfants de 15 ans, qui meurent, d'un cancer foudroyant et c'est triste et c'est comme ça? Ou alors est-ce que tu as quand même cette sensation de gâchis humain? Enfin, c'est dommage que la science soit pas un peu plus avancée, on aurait pu le sauver? Ou c'est vraiment extrêmement pragmatique, d'un bout à bout, de la vie et de la mort, de la tienne, celle des autres, Sur la logique de, la personne aurait pu faire plein de choses et cetera, enfin ça, j'ai pas du tout ce raisonnement. Enfin, OK. effectivement, moi ce qui par contre, oui, ce qui me peine, c'est de voir des enfants dans des hôpitaux et être dans des situations, que ce soit des situations médicales ou sociales ou familiales désastreuses qui génèrent de la souffrance. La souffrance pendant la vie, je la déplore et je suis enfin, voilà, je trouve ça terrible. Par contre, la mort, j'ai aucun problème avec ça et même dans beaucoup de cas, là, le cas que tu décris, j'ai envie de dire, bah, délivrance, quoi. Enfin, je veux dire, pauvre garçon, il a pas été il a subi plein d'épreuves pendant, je sais pas combien de temps. Bon, bah, là, c'est fini, enfin, c'est fini. OK. Donc du coup, tu ouais, c'est vraiment, ouais, c'est en fait, toutes les cases se cochent, une par une, parce que je me reconnais, vachement dans ton discours, ce que tu dis et en fait, pendant un moment, j'ai eu cette idée. J'ai lu énormément de stoïcisme, quand j'avais entre 17 et 20 ans et j'ai cru que, finalement, c'était les lectures stoïques qui m'avaient amené vers ce schéma de pensée et cetera et en fait, maintenant, je suis quasiment intimement convaincu que tout est complètement génétique et ça a peut-être enfoncé le clou un peu. Toi, est-ce que tu as eu des lectures comme ça, un peu transformatives sur lesquelles tu dis: «Ah, c'est peut-être pour ça que je pense comme ça»? C'est pas vraiment mon idée, c'est pas vraiment la personne que je suis, c'est j'ai été façonné par des lectures ou des influences ou alors vraiment, tu sens que tu suis ta propre voie et que c'est juste, comme la Non, façon je dont pense que c'est tu es. comme tu dis, en fait, on suit la manière dont on aime être, notre personnalité, notre génétique et effectivement, parfois, c'est marrant parce qu'au début, c'est un peu flou et effectivement, quand on devient adulte et qu'on commence à lire sur des sujets, en fait, on se dit: «Ah, c'est marrant, il pense comme moi», tu vois? Mmh. Et donc en fait, on ne fait que, se raccrocher à un courant, mais en fait, on était déjà dedans. C'est juste ça structure un petit peu et cetera et donc effectivement, quand, bah, tu lis certaines formes de philosophie, quand tu lis, certaines, orientations politiques, tu peux t'y retrouver plus ou moins et tu peux, mais je pense pas que quelqu'un lit un truc philosophique et se dit: «Ah oui, c'est ça qu'il faut faire», quoi. Pour moi, c'est déjà ce que tu fais et juste ça met en forme, quoi. Ouais, ça me met en forme et je pense aussi qu'il y a, des atomes crochus, c'est-à-dire, si tu as, tel matériel génétique, tu lis, ce bouquin, ça va avoir un impact vraiment, drastique sur toi, alors qu'en fait, ça va absolument pas et notamment pour le stoïcisme parce qu'en fait, c'était le moment où je recommandais à tout le monde d'en lire et en fait, tu en as qui me ça n'a aucun sens quoi, «Qu'est-ce que tu m'en évi évidemment que ça a du sens, et non en fait, et donc du coup, ouais, c'est vraiment, et cette espèce de dualisme, enfin, dualisme, constructivisme, versus, génétique, inné, il est vraiment, et j'ai vraiment, en fait, l'impression que, c'est des types qui ont le profil psychologique qui ressemble, je sais pas exactement au tien, au mien, qui sont vraiment convaincus par l'idée de la génétique et en fait, et il y a même un moment où je me suis dit: «Bon, avoir des enfants, une fois que tu as des enfants, tu te dis: "Bon, je vais pouvoir les aider à se construire et cetera"» et en fait, dès 3-4 ans, c'est «Bon, bah, en fait, ça sert absolument à rien, quoi. J'ai donné de l'âme. Tu des enfants, toi? Ouais, j'en ai 2 et OK. Alors et donc tu es toujours pas convaincu, que tu peux, façonner leur vie, en alignant d'une manière ou d'une autre? non, je pense qu'il y a un certain il y a un ego qui est évident là-dedans, un ego des parents, Ouais. dire, OK. et en fait, c'est non, non, je vais bien les nourrir, de façon optimale, je vais les aimer, je vais essayer de leur faire de vraiment, de pas leur faire de mal, mais ensuite, enfin
c'est quand on a eu la propre réalisation sur soi, c'est-à-dire que moi, en fait, l'éducation que j'ai reçue, elle est à l'opposé même de la personne que je suis devenu. C'est-à-dire, vraiment, c'est presque pas dans une haine de l'argent, mais dans une haine des riches et de gagner beaucoup et cetera et en fait, donc et j'imagine qu'en fait, c'est que même quand j'en parle avec des amis, c'est dingue quand tu vois, comment étaient les parents, l'éducation qu'ils ont voulu transmettre et même sur les courants politiques quoi, éduqués par Mmh. des parents d'extrême gauche et finir, complètement à l'autre bout du spectre, c'est là qu'on se rend compte que bon, faut être peut-être un peu humble parfois et se dire que bon, tout ça c'est un grand théâtre, dire: «Tu vas avoir de l'influence sur la vie de mes gosses», c'est, Un peu, mais pas je pense moins que ce qu'on croit, bah, effectivement. de toute façon, ouais, dans les études, c'est ça, c'est génétique, à 60-70 et ensuite, c'est surtout Ouais, l'environnement. ouais. C'est-à-dire, ils vont se construire avec leurs pairs, en fait. Les groupes de pairs, là, tu peux avoir une influence directe, c'est-à-dire, dans quel quartier tu vis, quels sont les amis qu'ils ont et cetera, c'est là que tu as beaucoup plus, d'influence, dire: «Traîne pas avec, ces types-là». En fait, non, le seul truc que tu peux faire, c'est déménager pour qu'ils traînent avec les et ça, c'est ça qui va vraiment avoir de l'impact, mais en tout cas, ouais, c'est super intéressant et toi, d'ailleurs, sur ce sujet-là, aujourd'hui, tu as 28 ans, tu vis en coloc, donc il y a des contraintes, logistiques, il y a des avantages, mais il y a aussi des contraintes, Mmh. évidentes à vivre en coloc. Ce thème, des relations, de construire des choses, d'avoir des enfants un jour peut-être ou quoi que ce soit, comment tu te positionnes aujourd'hui? Et peut-être comment tu te positionnais, il y a 5 ans? Et est-ce que tu vois ça évoluer dans le futur? Ou alors vraiment tu es convaincu que, ça suivra le modèle, auquel tu crois aujourd'hui? Alors, bah, ça fluctue assez peu en réalité. C'est quelque chose qui est mineur, je dirais, dans ma vie. Tu vois, il y a plein de choses dans la vie. Il y a les voyages, il y a la cuisine, il y a la couture, il y a l'art, tu vois, il y a plein de thèmes. Et il y a plein de thèmes qu'on explore, il y a plein de thèmes qu'on n'explore pas. Donc pour moi, c'est un thème cool, mais mineur. Donc voilà, si je dois avoir des relations, avec des gens, bon, bah, j'en ai, mais ça ne devient jamais l'alpha et l'oméga de mon existence. Et en l'occurrence, je ne me projette pas, heu, dans effectivement la construction, soit d'une relation qui dure toute une vie, vraiment, si ça doit durer toute une vie jour par jour, bon, bah, OK, très bien, mais tu vois, il y a pas ce truc de on acte le truc, c'est sacré, on reste ensemble toute la vie et je ne me projette pas non plus pour avoir des enfants. Peut-être que j'en aurai et que je serais content d'en avoir ou peut-être que j'en aurai, je serais pas content d'en avoir, peu importe, mais en tout cas, c'est pas dans mes plans. OK, donc il y a pas cette tu ressens pas, forcément, même juste, d'impératif, génétique, enfin, c'est-à-dire le prolongement de soi, même, juste l'idée de remplir enfin, au bout d'un moment, en fait, je pense qu'il y a aussi une notion de et ça peut paraître, cru, voire, dégueulasse de dire ça comme ça, mais il y a une notion de remplissage, en fait, d'avoir les enfants. Au-delà de dire, «Bon, comme tout le monde, je dors, je vais au boulot, je gagne de l'argent, j'ai une maison» et cetera. Il y a un moment où tu dis, bon, finalement, voilà, j'ai, 25-26-30 ans, 31 ans, tout le monde a des gosses. Moi, c'est vrai que, je commence à m'ennuyer, il m'en faut aussi. Je pense que c'est pas juste l'impératif de reproduction, mais, tu vois, tu ressens aucune pression, ni environnementale, ni personnelle vis-à-vis de ça, de construire, de un foyer. Non, Parce que effectivement, non, cette pression sociale, je la prends pas du tout. Il y a aussi cette pression biologique, effectivement, on a tous ce virus de la vie et la vie, elle est tellement forte parce que son travail, c'est de se reproduire et c'est ce qu'elle fait depuis, des milliards d'années et donc effectivement, on est drive vers ça et je pense encore une fois que génétiquement, il y a sans doute un truc qui est pas très bien, codifié dans ma génétique, qui fait que je ressens pas ce besoin aussi fort que beaucoup de gens le ressentent. Donc non, je ressens ni ce besoin d'un point de vue biologique, ni d'un point de vue, social. mais tu y es pas complètement hostile, quoi. C'est-à-dire tu as un avis. Il y a moi, enfin, j'ai rien encore une fois, enfin, je veux dire, il y a 1 milliard de manières de vivre sa vie. Moi, je connais plein de gens qui sont parents et qui sont ultra heureux d'être parents et j'ai l'impression quand même que ça apporte énormément de sens dans la vie de beaucoup de gens. Enfin, voilà, il y a aucun problème. Si vous êtes heureux d'être parent, mais soyez parents, c'est très Bah, je veux dire, je peux pas dire hostile vis-à-vis des autres, c'est-à-dire hostile vis-à-vis de toi, l'idée de devenir parent un jour, c'est pas, ah non, même un moi, truc que tu encore une fois, c'est cogites. exactement, je suis petit et que, voilà, je suis dans une situation où je sens que, être papa, c'est le truc que j'ai envie d'être et c'est le truc que j'ai envie de faire, bah, je le ferai. Pour l'instant, j'ai pas du tout cette envie. Je sens pas qu'elle se développe, mais si elle arrive un jour, je l'accueillerai avec, grand plaisir. Aucun problème. OK, c'est intéressant ça, bah, ça va donner du grain à moudre, à tes détracteurs en commentaire. «Mais il se rend pas compte, le jour où il y aura des enfants, tu verras à quel point ça coûte cher, tes 600 € par mois, tu peux oublier». Et voilà et à ce moment-là, on s'ap effectivement, je veux dire,
Je pourrais très bien à un moment dire: «Bah, OK, cette période de ma vie, je suis content de l'avoir vécue, je suis content d'avoir appris. Maintenant je veux vivre différemment, je veux peut-être effectivement gagner plus d'argent, consommer plus, avoir des enfants, voyager, voir le monde». Peut-être que j'ai envie, je sais pas, de plus m'investir aussi parce que je suis quelqu'un d'assez désengagé dans la vie en général, donc peut-être plus m'investir soit pour monter un projet auquel je crois à mort ou alors défendre une cause politique auquel je crois à mort. Voilà, aujourd'hui c'est pas le cas, demain ce le sera peut-être et quand j'aurai l'envie, je le ferai. Ouais, c'est sûr, et ton approche, actuelle de disons l'ambition, l'enrichissement, vivre la vie sans objectif, comment ça se matérialise? Est-ce que, c'est-à-dire c'est pas vraiment quelque chose que tu t'imposes à toi de dire: «Ah non, je veux pas d'objectif», c'est assez naturel, il y a pas d'espèce de pulsion où ça remonte qui dit: «Mais qu'est-ce que je suis en train de faire de ma journée? Le la journée s'est passée, j'ai rien fait». Tu arrives à vraiment être, à l'aise avec le fait d'être, dans le flow, sans Bah, ça je pense que c'est lié au deuil du sens de la vie que j'ai fait il y a assez longtemps. Effectivement, si on considère que la vie a un sens, bah, rien faire de sa journée, c'est voilà, c'est on a gâché quelque chose. Mais si on est intimement convaincu et serein avec l'idée que la vie n'a absolument aucun putain de sens et que juste, bon, bah, voilà, tu étais des poussières, les atomes font qu'aujourd'hui tu as l'impression d'avoir une conscience, ça se trouve tu en as peut-être même pas, bon, on parlera pas de philosophie illusionniste ici, mais et ce qui est sûr, c'est que demain tu en auras plus. Bon, bah, voilà, vraiment il y a pas de sens, donc il y a pas de culpabilité à gâcher quelque chose qui n'a de toute manière pas de valeur. C'est ce que je disais, je donne pas de valeur à la vie en tant que telle. Je veux dire, l'enfant qui est mort, bah, c'est pas triste. Heu, je donne de la valeur au bonheur d'un point de vue positif, à la souffrance d'un point de vue négatif. En ça, je suis quelqu'un de profondément utilitariste, mais la vie en tant que telle, pour moi, n'a pas de valeur. donc en fait, avoir un objectif, ça n'a aucun enfin, ça aurait un intérêt. Est-ce que un objectif qui aurait pour intérêt de te rendre plus heureux ou de te faire vivre des moments de bonheur, c'est un objectif qui a du pas forcément du sens, mais s'il vaut la peine d'être poursuivi ou alors même pas en fait? De toute façon, le bonheur, ce sera éphémère et Ça pourrait parce que même si le bonheur est éphémère, pour moi, enfin, il est pour vaut le coup d'être poursuivi et éphémérant. Enfin, il y a pas de problème avec ça. En l'occurrence, moi, effectivement, parce que ce sont mes préférences, ma manière d'être heureux, c'est d'être plutôt oisif. Mais, si j'étais heureux en, montant des entreprises tous les 6 mois et en les revendant et en achetant 25 appartements et en les tapant et en les revendant, bah, c'est ce que je ferais. Parce que même si la vie a pas de sens, autant être heureux pendant les quelques années où on est là, hein, au bout et du monde. si la vie n'a pas de sens, si la vie n'a pas de sens, est-ce que le fait de quand même rester en vie et de pas juste se laisser mourir, c'est pas finalement, est-ce que ça tu l'attribues à juste la biologie et en fait, l'espèce de pulsion de vie que chacun a de pas juste se suicider ou se laisser mourir? Ou alors est-ce que c'est vraiment, que finalement tu as perçu dans des moments de vie, l'intérêt justement de rester vivant? Ou alors, est-ce que c'est par défaut quoi? C'est bon de toute façon, je suis là, j'y reste, Alors là, j'en ai marre. effectivement, on est des animaux, donc c'est très difficile de par exemple, de se laisser mourir de faim si tu as de la nourriture. Réellement, même si tu essayes, c'est très difficile. Et en l'occurrence, voilà, je suis quelqu'un, heu, j'apprécie le plaisir, je prends plaisir à vivre, donc aussi longtemps que je peux, je le ferai. La question se poserait plus si j'avais une vie qui serait vraiment tu vois, remplie de malheur et de tristesse et de douleur. Voilà, je me poserais sérieusement la question: «À quoi bon?» Effectivement mais aujourd'hui, c'est pas le cas, donc Donc la position sur laquelle tu te tiens, c'est: «La vie n'a pas de sens, mais bon, je suis là, je prends un certain plaisir à expérimenter l'existence, donc bon, OK». Ouais, c'est pas vraiment, nihiliste, rien n'a de sens, il faut absolument que tout s'arrête et que qu'est-ce que cette position, elle est très difficile à être en fait, cette position, c'est un peu le truc de, si tu mets un pistolet sur la tempe et que vraiment il y a une bonne réponse, il faut que je donne la bonne réponse. Est-ce que tu vois, il y a un sens? Moi, je répondrais que non. ouais, Mais en fait, quand tu vis ta vie, bien sûr. tu peux pas vivre ta vie selon le principe enfin, tu vois, c'est pratiquement parlant, c'est pas possible de vivre selon ces principes-là. Donc, tu as beau les accepter théoriquement, bon, bah, quand tu vis ta réalité, tu peux pas les appliquer, 100. Non, c'est vraiment intéressant parce qu'en fait, on a l'impression qu'il y a enfin, c'est pas vraiment si c'est une impression ou si c'est l'impression que les gens auront, mais il y a quand même
presque une forme de contradiction pour l'esprit un peu étriqué, dire: «Attends, le type dit que la vie n'a pas de sens, mais il veut faire travailler, il accumule du patrimoine, il fait quand même des calculs pour que son patrimoine fructifie davantage, mais si tout ça n'a aucun sens». Et puis il se dit, enfin, il apporte une sorte de jugement sur le capitalisme, mais en fait, il y contribue, immédiatement. Alors pas dans sa consommation, mais dans sa façon d'investir. En fait, c'est extrêmement difficile de te positionner sur, que ce soit sur, la personnalité, le courant politique, enfin, nous, tout ça, on se dit: «Mais où est-ce qu'il va, quoi? Où est-ce qu'il veut nous emmener? Ou dans quelle case on le met?» Et en fait, il y a pas vraiment l'air, d'en avoir, quoi. Et ça, tu es conscient de cette Non, c'est situation? pas évident, mais je pense que c'est le cas de tout le monde en réalité. Je pense qu'on est tous profondément remplis de contradictions et de paradoxes et de dissonances cognitives absolument massives. Après, soit on se ment à soi-même et du coup, on vraiment on prend un archétype. On se dit: «Bon, bah, voilà, cette personne, socialement, politiquement et elle devrait penser, agir de cette manière» et donc on se colle à cette manière et ça, je pense que c'est une erreur parce qu'il y a des fois, on va contre ce qu'on aimerait vraiment faire et je pense que si on fait vraiment ce qu'on a envie de faire, en fait, il y a plein de sujets sur lesquels on est tout à fait, irrationnel. Et effectivement, tu en as évoqué plusieurs et il y en a plein comme ça où effectivement, moi, je suis tout à fait à l'aise avec l'idée, d'être rempli de contradictions, d'être rempli de dissonances cognitives, d'être rempli d'illogismes et c'est évident, heu, tu vois? Et donc cette histoire d'accumulation de capital, de faire fructifier et cetera, en fait, l'intérêt principal qu'elle sert, c'est de pouvoir vivre, ta vie, de façon, au-delà de juste la vivre plus libre et de la vivre plus longtemps et de la vivre sans contrainte. C'est parce que le calcul rationnel est froid. Et de toute façon, je dépense pas tant d'argent que ça, et finalement, puisque je suis là pour, enfin, entre guillemets, «les marches oisives», c'est quelque chose, que j'aime faire, c'est finalement, au service de, c'est ça en fait là que j'ai du mal à verbaliser, mais c'est extrêmement intéressant. C'est-à-dire, souvent, c'est l'accumulation de capital pour un objectif qui va être soit un objectif, de se libérer de certaines contraintes ou alors, pour pouvoir, sur le plan matériel, pouvoir, accéder à des choses un peu plus chères ou plus évaluées. Et toi, en fait, il y a vraiment cette notion de dire, «J'ai accumulé tant», mais finalement, on sent presque en pas que, bon, si tu perds tout demain, heu bon, bah, ouais, voilà, quoi, c'est à un moment, j'ai eu 280 000 € quoi, en fait, c'est Ouais, eh bien, c'est pas grave. Je pense que c'est une approche qui est très utilitariste. On est beaucoup à agir comme ça, plus ou moins consciemment. En l'occurrence, moi, mon calcul utilitariste de, voilà mes ressources, comment je maximise l'utilité, hem, avec les ressources que j'ai et en l'occurrence, moi, ma réponse, c'est acheter du temps, mais il y a plein d'autres gens, ils ont d'autres réponses et ils font plein de voyages et cetera et ils sont très contents avec ça. Donc, je pense que c'est une approche, assez utilitariste, mais juste avec des goûts qui sont assez, particuliers. ouais. Et donc quand tu fais tes vidéos YouTube, l'intérêt, principal pour toi de tes vidéos YouTube, c'est quoi? C'est de meubler du temps que tu as? C'est parce que tu aimes partager, tes réflexions, ton cheminement de vie? Est-ce que c'est pour, il y a pas l'air d'avoir, de d'arrière-pensée, pécuniaire, parce qu'a priori tu vends rien, tu as quelques parrainages à droite à gauche, Peu rentable. Quoique, enfin, c'est paradoxal. Et d'un côté, on pourrait dire que c'est peu rentable et c'est vrai qu'il est peu rentable, peut-être 50 € par mois, mais ramené à l'heure, c'est très rentable. Parce que comme je passe très peu de temps à faire mes vidéos, je gagne peut-être, 50 à 100 € de l'heure, ce qui est pas mal. ouais, c'est pas mal. Mais non, la question pourquoi je fais des vidéos, c'est assez, c'est une anecdote assez marrante. En fait, à la fin de mes études, avant je donnais tout le temps des cours. J'ai toujours eu une appétence pédagogique assez importante. Donc je donnais des cours à mes camarades avant les examens et cetera. Et donc quand on a fini les examens et qu'on est sorti de l'école, beh, il y avait plus cette relation pédagogique avec autrui. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai posté sur Le Bon Coin, dire: «Bah, voilà, je donne des cours de finance, de comptabilité, et cetera». Et j'ai quelques personnes qui m'ont contacté. En fait, j'ai très vite été surpris, heu, qu'en fait, ce que voulaient les gens, ça n'était pas, apprendre la matière, c'était qu'on fasse leurs devoirs. Ils étaient pas intéressés, en fait. Ils allaient sur Le Bon Coin et il y quelqu'un, parce qu'ils y galéraient et qu'en fait, ils voulaient juste avoir leur diplôme, mais ça ne les intéressait. Et le problème, c'est que, bah, moi, je veux parler avec des gens que ça intéresse, sinon c'est pas très intéressant. Donc ce que j'ai fait, c'est que d'un côté, j'ai fait: «OK, le marché, il a besoin de gens pour faire leurs devoirs». Donc j'ai posté des services pour faire le devoir des gens, ça, c'est une chose. Et à côté de ça, je me suis dit: «Bah, je vais faire une chaîne YouTube, je vais parler de ce qui, moi, m'intéresse. S'il y a 3 personnes qui regardent et que ça les intéresse, bah, tant mieux, mais voilà, au moins, ce sera des gens qui les intéressent». Et en l'occurrence, et ça, c'est quand même assez, enfin, moi, je suis assez émerveillé par ça, avec une publicité absolument égale à zéro et cetera, j'ai finalement trouvé une
un peu mon public dans cette niche-là, avec, des vidéos qui sont probablement les vidéos les plus pourries que tu trouveras sur internet à chose près. Et je trouve ça quand même assez très drôle et très impressionnant. Mais là, du coup, sur ta chaîne YouTube, tu as quand même l'air de t'imposer une certaine forme de contrainte puisque, a priori, depuis que tu as arrêté de bosser, tous les vendredis, tu postes une vidéo. Tous les samedis à Ouais, 14h, OK. depuis toujours, enfin depuis, Ah d'accord. 5 ans peut-être? Enfin non, pas 5 ans, je sais pas ça fait combien d'années que j'ai la chaîne. Et oui, ça a toujours été régulier. Ça a toujours été régulier même au tout début. Au tout début, j'avais cette idée de, j'ai fait une vidéo par jour pendant je sais pas combien de mois, pas mal. Et après c'était clairement trop et donc j'ai fait une vidéo par semaine et je suis resté à une vidéo par semaine. Donc ça effectivement c'est une forme de contrainte, hem, liée à une croyance parce qu'effectivement je voulais trouver mon public et donc je croyais qu'il fallait publier régulièrement et cetera. Donc j'ai suivi ça et c'est une contrainte qui est très faible dans le sens où effectivement, moi une vidéo ça me prend littéralement 10 minutes à faire. Donc bon, trouver 10 minutes dans ma semaine, ça va, je les trouve. Donc c'est une contrainte qui est très limitée et c'est une contrainte néanmoins qui existe, tout à fait. Je pense que sinon, si je l'avais pas, en fait, je trouverais ça très dur de dire: «Je fais des vidéos quand j'en ai envie». Ouais. Je pense qu'il y a des fois vraiment j'en ferais pas pendant hyper longtemps et ce serait quand même dommage parce que j'ai quand même des trucs à dire donc Ouais, donc contrainte. c'est pas une pression, énorme. Je veux dire, tu réfléchis pas au sujet allant et cetera. Tu as pas une liste de sujets que tu veux aborder, c'est vraiment, «J'allume et je». Ce que je fais, c'est que quand vraiment j'ai une idée, j'ai un bloc-notes où je tape genre, un nom de titre ou juste une idée, OK. effectivement. Et après, bah, quand je tourne une vidéo, je regarde dans la liste, je prends un truc et après je parle et voilà, ça prend 10 minutes. Et là, à quel point, à quelle probabilité, tu as de finir par monétiser, ta chaîne YouTube versus retourner, travailler? Est-ce que c'est un truc que tu penses, expérimenter à un moment? Où, je sais pas, admettons, il y a un gros crash boursier dans 3 ans et puis ton patrimoine, ils font vraiment, fort et tu as besoin de rentrer d'argent à nouveau ou alors ton niveau de vie, augmente. Est-ce que tu penses que tu te bon après c'est vraiment une projection, c'est assez loin tout ça, quoi. Mais est-ce que tu es complètement, tu rejettes complètement l'idée de finir par, vendre des produits à ton audience, sur ta chaîne YouTube? Ou alors est-ce que c'est quelque chose que de bah, avoir apporté un aspect vraiment mercantile à cette chaîne YouTube et que juste tu partages, initialement? Je pense que j'aurais beaucoup de mal. J'ai eu pas mal de propositions, hein, de voilà, alors effectivement, j'étais pas dans cette situation où entre guillemets «j'avais besoin d'argent», plus facile de dire non. Je pense que je serais plus à l'aise avec le fait de retravailler si j'avais besoin d'argent, qu'avec le fait de monétiser tout ça. Après, je suis pas contre le fait de monétiser sur, tu vois, par exemple, les parrainages Boursorama, c'est de la monétisation, mais c'est un service que j'utilise, dont je suis convaincu, qui est une approche que enfin voilà, ça ne me fait pas bouger d'un iota sur mon discours. À partir du moment où, la promotion d'un produit, me fait bouger d'un iota sur mon discours, ça m'intéresse pas et en l'occurrence, on va pas se mentir, en fait, le fait est que, les produits pour lesquels, et les services pour lesquels vous recevez de la publicité, bah, c'est des produits qui ont des frais, c'est des produits qui ont de l'argent. Donc par définition, c'est pas de l'ETF compte sur PEA. C'est sûr, c'est pas imposer ça mon discours. Donc à partir du moment où ça bouge de ce discours-là, je suis très peu enclin à le mettre en avant. Ouais, puis en fait, une des questions, que je me pose, parce que bon, depuis que j'ai créé cette chaîne, j'ai pas mal de recommandations de chaînes, qui parlent de bourse, d'investissement et cetera. Et en fait, j'ai presque l'impression qu'il y a une incentive négative à proposer ça justement à l'ETF Monde, parce qu'en fait, tu peux pas créer de produit derrière, tu peux pas vendre de stratégie et cetera. Et c'est vrai, j'ai Et même quand ils te font vraiment oui, parce que tu rien à c'est une petite barre. Tu fais une analyse enfin, je veux dire en termes d'idées, c'est trop bien. Tu analyses une entreprise tous les jours. Ah, tu vois, tu peux discuter de l'actualité économique et moi, je discute de l'actualité économique pour dire: «OK, rappelez-vous que ça ne sert à rien». Bah, on peut en discuter, mais rappelez-vous que ça n'a qu'une espèce d'intérêt dans vos choix d'investissement. Donc c'est sûr que oui, d'un point de vue création de contenu, c'est très mauvais extrêmement limité. comme axe. Oui, Oui, c'est puis très limité. et puis derrière, même en termes de si tu veux vendre un produit ou même des consultations, en fait, le seul truc que tu peux dire au gars, c'est, «Abaisse ton niveau de dépenses, essaye d'augmenter ton niveau de salaire le plus possible» et Et puis, alors chose qu'il fait déjà, il me dit: «Pourquoi tu fais ça?» Bah, je sais pas. Bonne question d'ailleurs, pourquoi tu payes pour ça? pour que tu puisses t'acheter plus de lentilles, là alors c'est Oui, non, pas un très bon axe, de vente. et C'est toi, en termes de consommation de contenu, économique, investissement et cetera, c'est zéro quoi? Tu regardes pas du tout de chaîne, alors si, mais par divertissement. OK, ouais, pas pour t'informer. Bah, dès qu'on il y a un truc pop dans mon feed, je les regarde, mais vraiment par divertissement. Pas avec l'idée que je vais avoir une information supplémentaire qui va me permettre de prendre une décision éclairée sur mes investissements. Mes investissements, ils sont selon une stratégie qui est lock. Je peux m'intéresser à plein de sujets.
par curiosité, pas pour prendre des décisions, éclairées dans ce domaine-là. OK. Ouais, c'est super intéressant. Le dernier, en fait, on l'a abordé brièvement, mais moi, à la base, je viens du domaine de la santé, et donc toi, tu parles de ta nutrition telle qu'elle est et cetera. Est-ce que, tu as, après vous êtes en France aussi, c'est ça que à chaque fois je fais pas vraiment mais en termes de prévention, santé et cetera, bilan et tout ça et comment ça se passe, dans ta situation actuelle? Est-ce que juste, parce qu'il y a aussi le fait que, de pas être effrayé de la mort, l'acte de mourir, oui, la vie n'a pas de sens et cetera. Est-ce qu'il y a quand même une prévention active, c'est-à-dire essayer de rester en bonne santé le plus possible? Bon, manger sain, ça a l'air de couler de source pour toi, mais, en termes de Mmh. sport et cetera ou vraiment c'est Mmh, ah, ça peut effectivement, parce qu'effectivement manger sain, ça coule de source et donc je le f enfin, c'est une conséquence effectivement, mais c'est pas le but recherché. Si je recherchais ce but-là, par exemple, je ferais beaucoup plus d'entraînement de force, mmh, chose que je fais très peu, OK. voire pas du tout en réalité. Autant je marche beaucoup, donc en termes d'activité physique, avec, des grands guillemets, j'en fais, mais effectivement je soulève pas l'haltère, je voilà, je fais pas le truc de l'atrophie musculaire, là, j'y connais pas grand-chose, hein. Je suis un peu un noob. Mais voilà, je suis peu axé là-dessus. Après je pense, mais c'est, voilà, c'est une croyance, peu éclairée, que je suis quand même en bonne santé, j'avais fait plusieurs fois des bilans sanguins pour donner mon sang, bon tout était OK. Je suis quand même, très rarement malade, Ouais. que j'ai une génétique qui est assez, favorable aussi. Mais voilà. Disons que je pense que je vis quand même un mode de vie qui est, plus sain que la moyenne, mais j'essaye pas activement de le rendre le plus sain du monde. Sinon je ferais plus de sport. Ouais, grosso modo, tu te sens jamais, limité par ton corps ou par tes capacités physiques et cetera, Non, non, pour ce que tu non, fais, pas du tout. OK. Mais oui, non, mais je suis pas dans cette idée de vouloir, être en pleine forme de mes capacités à 80 ans, le plus loin possible. Sinon, moi, clairement, c'est ce que c'est clairement une voie d'amélioration assez évidente dans mon mode de vie. Autant il y a beaucoup de choses qui sont un peu, optimisées, j'ai envie de dire. Ça, c'est clairement un des trucs qui est le moins optimisé. J'ai essayé quelques fois, ça me passionne pas, donc bon. Au fond, c'est assez paradoxal parce que j'ai un mode de vie qui peut paraître très, axé vers le futur, tu vois? Parce que je mets de l'argent de côté, je vis raisonnablement et cetera. En fait, je suis quelqu'un qui vit très dans le présent. C'est juste que mes goûts présents, bah, en l'occurrence, ils affectent pas le futur, heu, à quelques rares exceptions. Mais en réalité, moi, je valorise beaucoup plus le présent que demain. C'est-à-dire que il y a la notion en finance du facteur d'escompte. Le facteur d'escompte, c'est à quel point 100 € demain, ça vaut moins que l'argent d'aujourd'hui. Alors ça vaut moins parce qu'il y a l'inflation, ça vaut moins parce que tu aurais pu le mettre sur un livret A qui t'aurait pas rapporté de l'argent. Mais, dans la vie, il y a aussi ça vaut moins parce que ça se trouve dans un an, tu es mort. Ça se trouve dans un an, tu as le cancer et c'est même plus une question. Ça se trouve dans un an, le système capitaliste tel qu'on le connaît, il s'effondre et pareil, tes priorités, ce seront plus les mêmes. Donc en fait, pour moi, ce facteur d'escompte, il est très important de telle manière que, bon, bah, oui, j'optimise pas mon corps pour dans 40 ans, mais peu importe. J'optimise mon bonheur aujourd'hui. C'est vraiment ça mon mantra, c'est être heureux aujourd'hui et dans ce mantra-là, aujourd'hui, c'est fondamental, en fait. C'est pas être heureux, en général, c'est aujourd'hui qui compte. Et quand tu parles de vivre au présent, est-ce que c'est un effort, réel de te dire: «OK, je suis là, je vis le moment présent» ou alors est-ce que c'est quelque chose qui se fait naturellement pour toi, dire et quel est ton rapport à la nostalgie? Est-ce que vraiment tu as souvent des pensées, nostalgiques ou du passé? Ou est-ce que, c'est vraiment, le passé c'est le passé, le futur c'est le futur, de toute façon moi je suis là maintenant et tu as vraiment pas d'effort, parce que moi je suis incapable de vivre au présent quoi. Je suis soit dans le passé, soit dans le futur et je passe mon temps à faire des plans, à faire des calculs, à dire: «OK, on va faire ci, on va faire ça», mais et quand j'essaie de me forcer à être dans le présent, en fait, ça marche pas, quoi. Immédiatement, je dis: «OK, qu'est-ce que je suis en train de faire maintenant?» «Ah bah, je suis en train de faire des plans pour demain» ou alors je suis en train de réfléchir à un truc que je ferai la semaine prochaine. Mmh, je vois. Non, c'est sûr, c'est très compliqué et ça, demande, plein de il y a des moments où c'est un travail actif, les moments de méditation, les moments de réflexion, effectivement, où là, c'est vraiment, c'est ce que je fais. C'est-à-dire que ce que je fais, c'est observer les pensées, les laisser passer, ne pas les juger. Ça, c'est vraiment tout un travail de méditation qui est important et qui me prend du temps et que je fais régulièrement depuis des années. Hem et en fait, plus souvent et plus régulièrement on fait ce travail conscient, plus quand on ne le fait pas, eh bien, on est présent. C'est ça qui est paradoxal, en fait. C'est que, paradoxalement, quand tu médites, tu es pas vraiment dans le présent, parce qu'en fait, tu es focus sur ta respiration et cetera, mais ça te permet, le reste du temps, d'être plus présent. Après, il y a effectivement ces 2 aspects qui sont assez différents. Il y a la question du passé et de la nostalgie. Ça, pour le coup, je suis très peu, affecté par ça. J'ai cette impression très paradoxale, enfin, pas paradoxale, mais que
mon bonheur a été croissant à peu près tout au long de ma vie de manière assez linéaire et donc en fait, j'ai rien à regretter. Enfin, pitié, ne me renvoyez pas en enfance. Enfin, je vis tellement ma meilleure vie aujourd'hui, genre tout sauf ça, quoi. OK. Et demain, alors pour le coup, demain, ça m'a demandé plus de travail, de pas trop y penser. Hem, mais je me dis, voilà, je suis un peu en haut d'une espèce de montagne où je suis tellement heureux que bon, autant en profiter aujourd'hui, si demain ça va moins bien, ça ira moins bien et on verra demain. Mais oui, ça demande un certain travail parfois, c'est vrai. Et tu sens que tu as évolué vis-à-vis de ça ou vraiment, il y a quand même oui, oui. Ah OK. oui, oui, c'est sûr qu'au fil des années, je suis beaucoup moins, happé par, la question de demain, la question de dans 10 ans et cetera. Mais c'est pas magique, quoi. C'est vrai que ça prend du temps et ça demande du travail. Et cette tendance, est-ce que tu as toujours eu cette tendance à pas vraiment angoisser pour ce qui arrivera demain? C'est-à-dire, je sais pas, les trucs de base, ça pourrait être: «Oh, beh, je suis en coloc aujourd'hui, mais si ma proprio augmente les loyers ou si la coloc s'arrête, où est-ce que je vais aller vivre?» Bon là, évidemment, tu as un matelas, financier, mais ça pourrait être d'autres préoccupations. Ça, c'est quelque chose que tu as rarement eu ou c'est vraiment, récemment, tu l'as plus du tout, grâce au confort financier que tu as réussi à obtenir avec le temps? Je dirais que ça, pour le coup, c'est quelque chose que je gère, quand j'étais, adolescent, j'étais stressé pour les contrôles, j'étais stressé pour l'année prochaine qui sera et cetera. Mais effectivement, au fur et à mesure des années, d'adulte, ça s'atténue mais je pense que c'est beaucoup plus dû à ma pratique, de la méditation et à une forme de spiritualité qu'à combien j'ai d'argent dans mon compte en banque. Je suis intimement convaincu que, on peut être extrêmement serein vis-à-vis du futur, avec très peu, voire pas d'argent dans son compte en banque et ce qui compte, c'est vraiment, voilà, c'est ce qu'il y a dans ton cerveau, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de toi. C'est pas, combien il y a d'euros dans ton compte en banque et on le voit aussi. Plein de gens qui ont énormément d'argent, Bien ils sûr. sont incapables d'être sereins parce qu'en fait, il y aura toujours un risque, il y a toujours plein de risques. Donc en fait, c'est vain de croire qu'on peut avoir une sécurité financière derrière. Ce terme, il est un peu bizarre, Bien sûr. atteindre la sécurité avec de l'argent, c'est illusoire en réalité. Et cette pratique de la méditation ou ta spiritualité, comment tu le définirais? À quoi ça ressemble? Est-ce que c'est des courants qui existent? C'est ton propre courant à toi? C'est à quoi ça ressemble même en termes en pratique, en théorie, c'est quoi? C'est un gloubi-boulga de plein de choses que j'ai lues, que j'ai vues. Alors évidemment, c'est inspiré du bouddhisme, mais je lis aussi pas mal de taoïsme en ce moment et ça me parle beaucoup. Tu parlais du stoïcisme, donc ouais, il y a plein effectivement de courants, qui s'entremêlent. En termes de pratique, effectivement, moi, c'est-à-dire que je fais beaucoup de méditation, simple où, mon focus, c'est, ma respiration et c'est, observer les pensées qui passent et qui partent, sans jugement, tout simplement. Hem donc c'est simple et d'un autre côté, je pense que c'est ce qui m'apporte, beaucoup, 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 beaucoup de sérénité et beaucoup de richesse intérieure. Et ça a été progressif ou alors est-ce que c'est encore contraignant pour toi de t'asseoir ou t'allonger, je sais pas et méditer ou alors c'est un truc que tu fais naturellement, de façon quotidienne, de façon hebdomadaire? Est-ce qu'il y a une Alors j'avais une routine qui était assez stricte avant, OK, où vraiment voilà, tu sais dans cette logique de, tu sais la question où tu imbriques les habitudes les unes dans les autres pour pas oublier et pour te forcer à faire les choses et cetera. J'avais eu besoin un peu de ce système pour m'y mettre. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus libre, et aussi on en parlait, la question, tu vois, du temps et de dire: «Ah, est-ce que utiliser mon temps pour ça, c'est un peu dommage?» et cetera. Bah, là, du coup, j'ai plus du tout cette contrainte-là, vu que je travaille plus donc j'ai pas ce truc de: «Ah mais est-ce que j'ai vraiment envie de gâcher une demi heure pour méditer alors que je pourrais faire ça?» alors que de toute manière, j'en ai plein des demi-heures, donc je le fais avec plaisir. OK. Mais quand tu dirais que ta pratique active de la méditation, ça a vraiment évolué depuis que tu bosses plus, notamment lié à ce Ah non, non, c'est plus long. Ah, OK, c'est OK. plus long que ça. Non, non, c'est bah, non, depuis que j'ai envie de dire depuis que je suis tout seul, enfin, je sais pas, ça fait plus de 8 ans, ouais. Et le point tu as réussi à implémenter ça dans ton quotidien, s qu'est-ce que tu pourrais donner comme parce que bon, admettons, de façon, très pragmatique, je suis convaincu par les bénéfices de la méditation. Moi, je pense vraiment qu'il y a des bénéfices moyen long terme, mais tu sais, en termes de récolte de fruits immédiate, je veux dire, je récolte rien, quoi. Et bon, j'ai passé une demi heure, voilà tout ce qu'aurait pu faire pendant une demi heure, voilà ce que j'ai absolument rien fait, quoi. Et donc en fait, chaque fois que j'essaye, je fais 10 minutes pour commencer, puis en fait, au bout d'une semaine, je fais: «Non mais attends, 10 minutes, je peux faire plein de trucs en 10 minutes, ça sert à Ouais, rien, c'est compliqué. Je pense que si on est dans une logique productiviste, c'est compliqué d'intégrer effectivement ce genre d'habitude. Pour moi, c'est facile parce qu'effectivement, j'ai beaucoup de temps
et de toute manière, bah, je fais pas grand-chose d'utile quand je fais des trucs, donc tu vois, j'ai pas ce truc de manque, j'aurais pu faire autre chose d'utile, quoi. Mais si on fait des trucs utiles, je pense que c'est très dur et je j'aurais pas vraiment de conseils à donner parce que je suis pas vraiment dans cette dynamique-là. Mais je pense que si on est dans cette dynamique-là, c'est très compliqué et d'un autre côté, c'est pas fait pour, hein. On voit bien le paradoxe. Je veux dire, faire de la méditation pour être plus productif, c'est quand même une grosse blague. Donc on sent bien qu'il y a un problème fondamental là-dedans. On devrait pas faire c'est-à-dire soit à un moment on assume d'être productiviste et on organise son temps et son emploi du temps pour faire les choses, ou alors on considère qu'effectivement, bah, finalement peut-être pas que la production, il y a peut-être aussi prendre du temps pour toi. Il y a peut-être aussi une forme d'introspection qui nous intéresse et peut-être que, moi ce qui m'intéresse plus que de découvrir d'autres pays, c'est de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Bon, c'est une préférence personnelle. Il y a des gens qui préfèrent découvrir, le Chili. Chacun son Mmh. truc. Ah non, c'est sûr. Pour ceux qui sont peut-être, dans ma situation et qui sont encore là, le moyen que j'avais trouvé, c'était de coupler ça au sauna. J'avais acheté un sauna et le sauna, il y a un intérêt réel, sur la santé, qui est documenté et Ouais, cetera. d'accord. Et Et de toute tu façon, prends en main, quoi. dans le sauna, tu peux pas amener, ton portable, tu es tout seul dedans, donc en fait, que le temps de méditer, et en plus ça apporte, moi ça me portait un truc, quand je suis assis sur ma chaise, je souffre pas, j'arrive pas à méditer. Alors que dans le sauna, il fait chaud, je souffre, ça apporte une forme de ça Ah oui, je plus vois l'idée, ouais. Ah, c'est intéressant. c'est, je suis pas juste passif quoi, je souffre et je médite, donc c'est mais bon, Il te passe un truc. ouais. Non, bah, c'était super, c'est vraiment, vraiment, extrêmement intéressant. J'ai pu en apprendre, plus sur toi, même si bon, je voyais déjà un peu, toute cette, amalgame de contradictions et tout ça, mais en fait, je voyais bien qu'il y avait potentiellement, un fil conducteur il y a tout ça et qui est vraiment passionnant et je vais continuer à lire les commentaires sur ta chaîne parce que c'est vraiment c'est hilarant quoi, c'est génial, Alors, ouais. là. Et c'est marrant aussi parce que ça me permet de tu sais, on est tous dans notre petite bulle et en l'occurrence, moi, je suis pas quelqu'un de très sociable, donc je suis dans une bulle aussi assez petite et ça te rappelle à quel point il y a tellement de manières de voir le monde et on voit tellement le monde de points de vue tellement différents et du coup, c'est intéressant même pour moi de me rappeler à quel point, ce que je considère comme je remets même plus en question, est tellement exceptionnel pour d'autres gens que: «Ah oui d'accord en fait, il y a d'autres gens qui voient ça comme ça, qui ont telle priorité». Donc c'est aussi, instructif pour moi En dans vrai, c'est dans ce c'est c'est intéressant, sur le plan du partage et voilà, de la lecture, de témoigner de ce que les autres pensent, mais est-ce que tu crois vraiment que tu vas pouvoir, t'inspirer de la vision des types qui te partagent en commentaire et puis réussir à l'appliquer à ta propre vie? Ou alors est-ce que de toute façon bon, c'est intéressant de lire ton non, témoignage, mais de toute pas façon ça ne changera jamais ma vie. pas dans le sens où ça change ma vie, mais dans le sens où ça me permet d'être plus tolérant de la vie des autres. C'est-à-dire que sinon, en fait, l'erreur qu'on peut facilement faire et que je pourrais facilement faire, c'est de dire: «Ah là là, vous avez rien compris à la vie, vous êtes pas heureux, faites comme moi». Et en fait, heu, en voyant ces différents points de vue, ça me permet de comprendre qu'il y a plein de gens qui sont épanouis différemment, avec différentes priorités, avec, voilà, d'autres manières de voir les choses, d'autres manières de penser et donc ça me permet d'être, moins dans le jugement. Donc c'est pour ça, pour moi que ça a de la valeur. Mais non, c'est pas l'idée de je vais prendre, la vie des gens et la mettre dans ma vie. Moi, je sais comment j'ai envie de mener ma vie, il y a pas de question. Mais ça me permet d'être, voilà, plus ouvert avec les Ah, autres. tu penses que parce que tu aurais quand même une tendance à être dans le jugement, je veux dire, c'est pas du tout l'image, en fait, dans quelle Ah bah, mesure tu considérais mais c'est tellement facile d'être dans le jugement, quand on a l'intuition et moi j'ai cette intuition, tu vois? D'avoir un peu trouvé le cheat code de la vie, tu vois? mmh, Et donc c'est tellement facile de dire: «Mais vous êtes trop bêtes, faites juste comme moi et vous seriez heureux». Mais en fait, quand je, regarde les gens et que je prends un peu de recul, bah, en fait non. Il y a plein de gens qui ont des backgrounds différents, qui ont des goûts différents, qui ont des personnalités différentes et donc non, on peut pas appliquer ma recette à tous les autres, ça marche pas comme ça. ouais, mais Et clairement, je pense que faire des vidéos, ça m'aide à avoir ce recul-là, ouais. OK. Ouais, appliquer aux autres, j'entends, mais je veux dire dans le jugement, de, «Tu pas compris» et cetera, mais en fait, je retourne immédiatement, sur le point de vue génétique. C'est-à-dire, évidemment, tu peux pas comprendre, on n'a pas le même matériel génétique, enfin, je veux dire, c'est évident, quoi. Et donc du coup, il y a en fait, ça élimine complètement le jugement, chez moi. Quand je vois quelqu'un faire quelque chose, qui n'a aucun sens pour moi, je évidemment qu'il fait quelque chose qui n'a aucun sens pour moi, je veux dire, il est Non, mais c'est bien comme raisonnement, mais moi, c'est pas un raisonnement si bien que j'ai toujours eu et que j'ai toujours et donc c'est un travail conscient de rester, ouvert effectivement face au comportement qui, je ne comprends pas forcément. OK. Ouais, c'est top et donc du coup là, on va pas te demander, quels sont tes objectifs, pour les mois et les années à venir, puisque a priori c'est de rester, dans cette, situation. On verra. Ouais, L'objectif, c'est on voit au jour le jour et après ouais, ce non, sera c'est différent.
C'était vraiment top. Bon, bah, c'est super, je vais couper l'enregistrement, on va te laisser aller faire, lentilles, riz, avoine, Oui, légumes tout surgelés. à fait. Lentilles, riz, avoine, huile d'olive, je crois que c'est un peu des légumes, genre ratatouille là que j'ai. Et lui fait: «Ah non mais franchement, idée de vidéo qui pourrait faire des centaines de milliers de vues, c'est: "J'ai 250 000 €, voici ce que je mange tous les jours depuis 8 ans" et tu mets une photo, C'était que j'ai une vidéo, tiens, où je ah, détaille, mon repas unique. là, il fait combien de vues cette vidéo? Elle fait 200 000 vues, non? Je sais pas, non, elle fait pas beaucoup de vues, mais c'était à l'époque où ça faisait moins de vues aussi. Elle doit avoir, je sais pas, peut-être une centaine de vues, quelque chose comme ça. Ah dommage. Ouais, faut faire la version mise à jour. Tu as pas rajouté un petit ingrédient, secret depuis, Faudrait que je fasse la version mise à jour. C'est vrai. top. Bon super, je vais couper l'enregistrement. Merci d'avoir participé à cette interview au podcast, c'était Avec plaisir, merci pour super l'invitation. super intéressant et puis, bah, de toute façon, je renvoie les gens, vers ta chaîne YouTube qui est, absolument, passionnante. Moi, je vais continuer à suivre ça de très près parce que Ticket Ticket, c'est vraiment génial et n'hésitez pas, allez-y de votre commentaire, sur la qualité, vidéo et la qualité audio, de Guillaume Ah oui, vous avez pas de Esper. c'est du jamais vu. C'est authentique, 2010 en direct, de Dakar. C'est vraiment, c'est vrai Oui, c'est surtout ça. Parce que 2010 ça va, mais en direct de Dakar, c'est plus vrai. c'est génial. Bon, merci beaucoup et puis, bah, bonne fin de journée et bonne préparation de la tambouille, légendaire. Merci beaucoup. Passez une bonne Salut. journée aussi.